Alors, merci d'être là ce soir. Alors, c'est sur le stress, mais l'angoisse aussi. Parce que le stress, c'est vraiment une affaire un peu médicale. Je vais essayer. J'ai déjà fait des conférences là-dessus et j'avais beaucoup de stock sur le stress, j'en ai encore. Je vais vous en parler. Je vais essayer d'aller assez rapidement pour tomber dans c'est quoi le stress. Il y a toujours angoisse, anxiété avec ça. Et j'aime mieux insister sur le psychologique de l'angoisse et de l'anxiété. Mais on va voir c'est quoi quand même le stress. C'est quand même un mot qui nous vient de Montréal. C'est le docteur Hans Selye qui a promu d'une certaine façon cette notion-là. C'est un bonhomme qui a travaillé durant des années à Montréal. Il a eu son propre institut. Et à un moment donné, il a commencé à développer cette notion-là que le stress, c'est quelque chose au niveau psychologique qui nous met en tension. Et le mot le dit, être stressé, si vous avez des pantalons stressés, ça veut dire qu'ils vous serrent trop. C'est comme un élastique, hein? Ou un bon mot anglais, c'est comme les shock absorbers de votre auto. Ils peuvent avoir un stress à un moment donné. Vous pouvez avoir, donc, le degré de stress que les absorbants peuvent prendre, c'est en anglais, on dit strain. Il y a une force qui agit à un moment donné. Si vraiment vous allez dans une place trop caillouteuse avec plein de trous, bien, les shock absorbers, ils ne les prendront pas. Pouf, ça va péter. Alors, ça vient d'un mot, donc, un peu qui vient de la métallurgie. Puis ça a été appliqué à la psychologie et à la médecine par Hans Selye. C'est un état d'être plutôt qu'un vécu émotionnel. On peut parler de seuil de stress chez chaque individu, la capacité de chacun à gérer une tension. Stress, tension. Vital et vrai. Et c'est très important de le dire, il n'y a pas, comment je dirais, un stress normal, à moins de faire des statistiques et de dire... mais les statistiques, il faut toujours faire attention. Comme dit Jung, si vous dites qu'il y a un tas de cailloux, puis la moyenne, c'est 2 livres par caillou, mais c'est sûr, ça se peut qu'il n'y ait aucun caillou qui pèse 2 livres dans votre tas de cailloux. Donc, c'est quelque chose d'abstrait, cette notion-là. Mais quand même, on s'aperçoit que chez certains individus, il y a une plus grande capacité à accepter le stress, on va le voir un petit peu en développant, et chez d'autres, moins. Le point le plus important par rapport à ça, par rapport aux individus, ce sont les expériences qu'on a eues qui nous ont permis d'absorber, si vous voulez, des états de stress dans l'enfance et l'adolescence et de passer par-dessus. Et plus tard, l'organisme va réagir parce qu'on a eu réussite. Il va réagir, donc, il y a tel état de stress, je l'ai déjà vaincu d'une certaine façon, j'ai déjà passé à travers, donc je peux encore passer à travers. C'est pour ça qu'au niveau émotionnel et psychanalytique avec la psychologie, c'est sûr que des états de stress sont intenses chez des gens qui ont eu des abus, qui ont eu des difficultés, ou ils n'ont pas pu avoir, par exemple, de bonnes réussites au niveau de la maturation. C'est certain qu'à chaque fois qu'il va arriver un événement qui rappelle ce qu'ils ont vécu, ce qu'elles ont vécu, ces personnes-là, ça veut dire que le stress augmente et là, très souvent, ça peut entraîner. Quand on ne réussit pas à supporter l'état de stress, ça nous donne la dépression, habituellement. Ou encore, ça peut aller jusqu'au suicide. Nous verrons que l'angoisse apparaît parfois liée au stress lorsque de faux idéaux, des buts illusoires sont en jeu. La vie elle-même est un ensemble équilibré d'organes qui s'harmonisent pour gérer le stress. De toute façon, c'est ça que Selye a montré, on est toujours en état de stress, mais il y a un stress normal et il y a certaines situations qui vont augmenter le stress jusqu'au point où il va y avoir rupture. Et c'est pour ça que même en médecine, on peut parler à un moment donné de rupture, surtout avec la vieillesse, par exemple. On ne peut pas supporter les mêmes charges physiques ou les mêmes dépenses d'énergie. Alors, c'est sûr que les organes, ils vont être stressés. Ils vont s'user. Et l'usure fait que si on reste trop longtemps en état de stress, on n'a plus le rééquilibrage qui va se faire.
habituellement dans l'organisme. Donc, il y a donc un stress normal dû au fait que la vie est une transformation d'état. L'état de stress vient de la capacité de chaque étape de la maturation à poursuivre son évolution. Donc, il y a un stress normal dans les apprentissages de l'enfant. Vous savez bien, on envoie les enfants à l'école, mais habituellement, la plupart sont stressés. Hein, ça broye, ça ne veut pas y aller. À chaque rentrée scolaire, on le voit. Les mamans sont obligées d'accompagner et les papas, parfois, sont obligés d'accompagner les enfants. Mais dès que c'est passé, il va y avoir d'autres. On peut parler de toutes les étapes, puberté, adolescence. Dans nos vies, évidemment, on va le voir, on passe par toutes sortes d'états de stress et même on vit, j'espère, je ne sais pas si tout le monde est d'accord, on vit dans une société qui nous provoque au stress. C'est une société, une civilisation, une culture qui nous dit « soyez stressés le plus possible avant de péter ». Et là, on vous dit ensuite, vous étiez un winner, mais tu as manqué ton coup. Il y a même des compagnies, j'ai un bonhomme qui vient en thérapie, chaque matin, son boss, c'est 5 minutes de motivation. Oui, vous allez gagner aujourd'hui, oui, vous allez être correct, t'sais. On te stresse, puis fais pas d'erreur, mon bonhomme, parce que t'es devoir. Qu'est-ce que vous voulez? On vit dans une société comme ça. Et vous savez très bien aussi qu'on vit dans une société où, sans arrêt, on nous renvoie des images en particulier, comme là présentement. Je ne sais pas s'il y en a qui sont stressés par le tueur de Washington. On est à Montréal, mais il y a un tueur à Washington qui tue du monde, t'sais. Et ça stresse là-bas. Je vous dis, beaucoup comprennent la notion de stress présentement. T'sais, ils sortent dehors, puis tu sais pas, des choses simples. Le stress, hein, quand il apparaît, si tu vas à la guerre, tu es un soldat, on t'a préparé à des états de stress. Mais si tu es dans un milieu supposément sécuritaire et que là apparaît quelque chose comme ce qui se passe à Washington, oups, le stress, il se généralise et même il contamine les gens. Et on peut le dire aussi qu'une bonne partie de l'information qui nous est donnée, vous le savez bien, habituellement, c'est des choses stressantes. C'est un accident sur la route, c'est un feu, je sais pas moi, les avocats qui se mettent en grève, et ainsi de suite. Sans arrêt, on est confronté à nous dire, vous vivez dans une société quasiment parfaite de consommation, vous devriez être heureux avec vos biens de consommation, et pourtant, on nous présente sans arrêt que ça ne marche pas. C'est-à-dire que ça ne marche pas. Il y a toujours du sable dans l'engrenage, comme on dit. Alors, jusqu'à quel point on peut supporter ça? Ça, c'est un premier point. C'est cette société-là en général. Mais, en dessous de ça, quand on connaît la psychanalyse, il y a eu tout l'environnement familial et les blessures qu'on a pu y subir, plus l'environnement privé. Et là, parce que les causes de stress intense et d'anxiété, ce ne sont pas des événements collectifs. Ce sont habituellement des événements, le plus grand, c'est perte d'un conjoint, perte d'un enfant, deuil, séparation, et ainsi de suite, maladie d'un proche. Ce sont les plus grandes causes de stress, vous voyez. Donc, c'est vraiment dans la vie privée que ça agit. Mais quand même, notre société, je vais me servir d'un livre d'un bonhomme qui s'appelle Xavier Maniguet, si jamais ça vous intéresse. C'est paru en 1994. Ça s'appelle « Les énergies du stress » chez Lafon, à Paris. Et c'est un bonhomme, un médecin, mais un médecin sans frontières. Un bonhomme qui était dans l'armée, un bonhomme qui a fait du parachutisme, un bonhomme qui connaît le stress assez bien, disons. C'est le genre de bonhomme, d'ailleurs, c'est le genre de personne. Je ne sais pas si c'est le bon pour écrire ça, parce que lui, c'est le genre de personne, je trouve qu'il y en a qui vivent à un niveau de stress, les pilotes de course, ceux qui sont dans les sports extrêmes, tout ce monde-là, la mafia, vous direz, hein? Ils vivent à un niveau de stress beaucoup plus haut que nous autres, on va dire les gens assez normaux, supposément, et ils cherchent même le stress intense. Ils le cherchent. Et il y a certaines personnes, ça leur prend vraiment des situations de stress pour se reconnaître. Et on va le voir qu'en arrière de ça, chez beaucoup d'autres personnes aussi, il y a un vide. Il y a quelque chose qui a besoin d'être rempli par de l'excitation, de l'agitation et de se sentir en danger en particulier.
Nietzsche disait ça, si tu veux savoir si tu tiens à la vie, mets ta vie en danger. Alors, hein, ça joue, ça, comme tel. C'est une des thèses dont je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'on étudie beaucoup de peuples dits de chasseurs-cueilleurs, donc qui vivaient l'homme paléolithique et par comparaison à l'homme moderne. L'homme paléolithique, il pouvait, d'une certaine façon, et il vivait une intensité de stress qu'on ne vit plus aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, c'est l'inhibition de l'action, surtout quand on vit en ville. Ça veut dire que l'homme paléolithique, ou le chasseur-cueilleur, on va dire, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il était stressé, il passait à l'action. Il vivait plus jeune aussi, il était donc en pleine force. Alors, il y avait la lutte pour manger, il luttait. Hein? Il survivait. Survivait pour manger, s'abriter, se vêtir. Lutte contre les fauves, contre les tribus adverses, lutte pour la dominance du groupe, pour les femmes, pour l'homme et inversement. Lutte contre les fléaux naturels, adaptabilité. Il devait s'adapter à des famines. Ce qui est le plus curieux, c'est qu'on sait que, par exemple, lorsqu'on a pu étudier un petit peu les Amérindiens ou même certaines tribus qui vivent encore au niveau chasseur-cueilleur, ils ne ramassent pas. Si la chasse est bonne au début de l'hiver, tant mieux, tu vas avoir de la nourriture, mais sinon, tu crèves de faim à la fin. Il y a vraiment vivre dans le moment présent. Il vivait vraiment dans le moment présent. Agressivité de règles, compétition, défense, et ainsi de suite. Nomadisme. Hein, nous autres, aujourd'hui, crise du logement à Montréal, 200 personnes n'ont pas de logement, les gens stressent. À cette époque-là, tout le monde peut avoir un logement, mais tu t'en vas un peu plus loin, puis tu te construis une hutte ou tu te trouves une caverne, je ne sais pas trop. Courage, donc, qui était demandé. Et lui, il ajoute libre arbitre individuel. C'est là que je ne suis pas d'accord. Les études qu'on a faites dans beaucoup de tribus, chez les Maoris en Australie, certaines tribus aussi en Nouvelle-Zélande, même Jung en a parlé de ça parce qu'il était en Afrique, il y a du stress. Ils ont des ulcères. Les primitifs. Ils sortent jamais la nuit, ils pensent qu'il y a des fantômes partout, et ainsi de suite. Alors, ils ont des ulcères, ils stressent beaucoup, puis ils ont énormément de tabous, et ainsi de suite. Donc, son exemple est plus ou moins bon. Mais quand même, il pouvait passer à l'action. Fuite ou attaque. Tandis que nous, l'homme moderne, on est pogné dans une société de confort. Vous le savez bien, vous ne partez pas à la chasse pour aller... vous allez au marché pour chercher votre viande ou si vous êtes végétarien, vous avez besoin de lait, vous n'allez pas traire votre vache, vous allez acheter une pinte de lait. Hein? C'est moins stressant. Tu sais. On a aussi tout un système de sécurité qui est l'armée, la police, ainsi de suite. On a aussi des systèmes, évidemment, de religion, mais aussi tout un système de nomination des gens, diplômes, relations, intrigues, compétences. On vit dans un monde de prévision, de prévention, de responsabilité, d'assurance, tout en un. On est sécure pour notre maison parce qu'on a une bonne assurance et on perd tout. Supposément, si on a une assurance. Puis là, vous le voyez, il y a des gens qui, ils perdent tout, mais ils n'ont pas d'assurance. Filière immuable, là, c'est plus le profil, je dirais, strict ou straight en anglais, de gens qui vont être dans des compagnies, c'est-à-dire que maintenant, ça a été écrit en 1994, pourtant ils devaient le savoir un peu, mais là, on est vraiment dans... Ça stresse aussi, on est de moins en moins sûr d'avoir une carrière dans la même compagnie ou dans le même métier durant X temps. On est quand même beaucoup plus sédentaire qu'étaient ces gens-là. Et aujourd'hui aussi, on a toutes sortes de monde. Si on est angoissé, puis ça provoque de l'angoisse, on a toutes sortes de monde pour nous défendre. Il y en a qui vont, comme là, il y a une femme qui a fumé toute sa vie, mais elle va avoir 24 milliards, supposément, aux États-Unis. Je trouve ça aberrant de dire, de ne pas le savoir, tu le sais quand tu fumes, mais en tout cas. Ou encore, là, ce que j'ai vu le plus drôle, c'est un matin, je pense, dans les journaux, il y a un procès parce que c'est à Longueuil ou je sais pas où, une bonne ville de banlieue, là, et il y en a un qui poursuit son voisin parce qu'il arrose trop. Parce que ça les stresse, parce qu'il arrose même leur auto quand ils s'en vont.
Alors, ils sont bien stressés à cause de ça. Alors, ils poursuivent les gens. Vous voyez, le stress, à un moment donné, c'est comme... On l'emploie à toutes les sauces, hein? Et l'autre fois, c'est ça, j'étais avec une amie, puis elle dit, je suis bien stressé, j'ai pas fait mon... Comment on a sorti ça? On était en auto, en tout cas, elle dit, oh, je suis stressé. Elle dit, j'ai pas fait le plein. T'es stressé, mais tu n'as pas fait le plein. Tu sais, le mot, il est devenu une sorte de... À chaque fois qu'on a une difficulté, on devient stressé. Donc, comme vous voyez, là, le stress chez l'homme moderne, on peut dire, il est plus, comme il dit, psycho-émotionnel, mais angoissé, ça donne de l'angoisse, surtout parce qu'il ne passe pas à l'action, ce qu'on appelle inhibition de l'action. Et ça, on le voit en psychologie, en psychanalyse, c'est-à-dire que l'inhibition de l'action, c'est naît très souvent d'une contrainte intérieure où on sait une chose ou deux choses contradictoires, puis on n'ose pas agir. Ou encore, ça peut être une phobie. Ou encore, ça peut être un abus, comme j'ai dit tantôt. Il y a quelque chose en dedans, et comme on n'agit pas, parfois je parle avec des gens qui sont angoissés, puis je leur dis, essaie de voir l'animal en dedans de toi. Comme là, s'il y en a, je ne sais pas s'il y en a qui sont angoissés ou stressés, j'espère que non. Votre animal, là, il est bien, là, tu sais. Il n'y a pas un tigre qui va venir nous sauter dessus. J'espère qu'il n'y a pas un avion qui va nous tomber dessus. Hein? L'animal, il serait correct. Pourtant, chez l'homme moderne, très souvent, il y a des gens qui sont en parfaite sécurité et brusquement leur arrive, ils angoissent, ils stressent. Et ça, on va le voir plus avec la psychanalyse. Pourquoi une angoisse sans nom ou sans cause? Qu'est-ce qui se produit là? Et c'est un symptôme moderne. J'ai eu une femme en thérapie. Elle m'arrive, elle dit, je me réveille le matin, je suis angoissée, je ne sais pas pourquoi. Puis il a fallu tout décortiquer qu'est-ce qui s'était passé depuis son enfance et dans sa vie pour s'apercevoir qu'il y avait quelque chose qui était une peur de la mort en particulier. Mais ça aussi, l'homme, on va dire chasseur-cueilleur, est beaucoup dans... On est moins stressé quand on a un système de valeurs qui nous permettent de dire... Même s'il nous arrive quelque chose de catastrophique, on reste, on demeure, ou notre essence va demeurer d'une certaine façon, soit immortelle ou éternelle. Je veux dire, ça a servi beaucoup à ça, les systèmes religieux. Dans un monde moderne athée, où tout est donné supposément, où on essaie de vivre autant l'enfer que le paradis dans notre vie quotidienne, pour certains, c'est certain que la mort nous fait peur. Et vous savez très bien, une société qui cache les morts, qui fait que la mort, c'est quelque chose de définitif. On va perdre vraiment tous nos acquis, effectivement. C'est ça, la mort. Mais pour des gens, il y en a qui refusent ça. Et ça va aussi loin que, j'en ai déjà parlé, ça me fascine toujours, il y a un groupe installé aux États-Unis. Et c'est des gens qui disent qu'ils ne veulent pas mourir et qu'ils ne meurent pas. Alors, quand quelqu'un meurt, ils disent que c'est un lâche. Et ils font j'ai vu des conférences, j'ai vu un film là-dessus. Ils font des conférences, puis ils sont tous réunis et ils sont sûrs de ne pas mourir. Parce que ça ne se peut pas. Et c'est comme des enfants. Un enfant ne croit pas qu'il va mourir. Hein? Alors, apprendre la mort chez les humains, c'est quelque chose qui nous stresse. Et on va le voir dans la deuxième partie, au niveau de l'anxiété et de l'angoisse, c'est même le fond d'une partie de notre anxiété. C'est parce qu'on est humain qu'on est anxieux, si angoissé. Un animal, sauf les animaux domestiqués, mais la plupart des animaux ne sont pas stressés ou angoissés. Ils marchent sur leur pattern génétique, comme ça vient. Puis ils vivent comme au jour le jour de leur pattern. Alors que nous autres, nous autres les humains, quand la conscience s'est installée en particulier, il y a quelque chose qui s'est installé en dedans de nous qu'on est vulnérable, que ça peut finir demain. Hein? Un chien, il ne se demande pas, y a-t-il un missile qui va arriver dans un building? Y a-t-il un accident qui va arriver? Il n'y pense pas. Il n'est pas là. Quand l'accident arrive, ça arrive. Tandis que nous autres, on a cette capacité de prévoir le pire et ça nous angoisse très souvent. Et quand ça va très loin, on tombe littéralement dans névrose, dans psychose, tout ce que vous voulez. Bon. Juste pour vous dire, à ce moment-là, que, donc, angoissé, on ne passe plus à l'action.
C'est pour ça que parfois, quand je vois des gens très angoissés ou qui ont certains problèmes, je leur dis, faites du tai chi ou faites quelque chose. Il faut aller dans les muscles, il faut aller dans la musculature, plus chez les hommes peut-être, mais il faut aller dans l'action, une action simple. Des gens qui sont très angoissés et qui restent assis sur leur chaise angoissés, bien, va prendre une marche. Juste ça, on dit à l'animal, t'es pas prisonnier, t'es pas piégé. Parce que ce que je dis parfois, c'est des gens deviennent extrêmement angoissés, ils sortent peu, ils restent dans leur coin, et c'est comme s'ils disaient à l'animal, t'es en cage, et tu ne pourras pas t'en sortir, tu ne peux pas t'en sortir. L'animal, il réagit. Comme il ne peut pas aller ni en fuite, ni en attaque, qu'est-ce qui se passe? On somatise. La somatisation vient de là, c'est-à-dire qu'il y a une maladie ou des signes physiques qui vont apparaître comme réponse au stress et à l'angoisse. C'est toujours un compromis, un symptôme. Un symptôme, quelqu'un, par exemple, qui fait beaucoup d'eczéma, on va dire, ça se peut qu'il y ait des vraies maladies pour l'eczéma. Si vous allez vous planter dans des orties, bien, ça va vous piquer, oui, c'est pas psychosomatique. Mais pourquoi vous êtes allé dans les orties, ça peut l'être. Il y a quelque chose qui chauffe, et c'est quoi? Il y a quelque chose en dedans qui est un feu, qui peut être le feu de la passion, le feu de la vie, qui n'est pas vécu, et ça se répercute dans la peau. Alors là, ça fait l'angoisse, au lieu de dire « j'ai pas de sens à ma vie, je voudrais qu'elle soit plus pleine, qu'elle soit plus passionnante », c'est « je mets l'intérêt, je vais-tu guérir ma peau? Je vais-tu guérir, ça va-tu partir? Pourquoi elle est rouge tout le temps? » Vous voyez, on déplace le problème dans ce qui semble quelque chose de beaucoup plus vrai, de concret, qui est une maladie de peau. Et ça peut jouer dans toutes les maladies, ça, aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je voudrais en arriver tout de suite... juste pour vous dire, le mal du siècle, c'est l'ONU, je pense, ou l'UNESCO plutôt, qui a à peu près une dizaine d'années dit que le mal de l'an 2000, ce serait le stress. À cause des conditions de vie. Tu sais, on stresse la planète, on en parle sans arrêt. On va-tu avoir assez d'énergie, on va-tu avoir ci, on va avoir ça. On vit dans un monde, comme là, on nous a embarqués, va-tu avoir la guerre avec l'Irak? Tu sais, c'est le stress de tout ça qui peut nous prendre. Et ça paraît pas, mais ça joue d'entendre ce genre de nouvelles-là. Ils vont-tu faire la guerre, feront pas la guerre? Il y a des gens qui ferment carrément la télévision en disant, ben moi, j'écoute plus ça me stressera pas. C'est pas vrai, c'est collectif. Quand il y a eu la première guerre du Golfe, ça m'a beaucoup surpris. J'ai eu au moins 3 ou 4 personnes en analyse qui ont rêvé que, même il y en a 2 qui l'ont rêvé avant les attaques. Il y a quelque chose dans l'inconscient qui réagit à ce qui se passe mondialement. Et c'était une des théories de Jung, d'ailleurs, que quand on a à vraiment s'analyser, à se regarder, puis surtout qu'on est un peu en état de trouble, d'essayer de voir qu'est-ce qui va mal pour ne pas être contaminé par ce qui va mal dans le monde aussi. Remarquez qu'il y a certaines personnes qu'il ne faut pas, parce qu'il y a certaines personnes qui le font naturellement. S'ils sont dépressifs, tout devient dépression pour eux autres. Ah, ils ouvrent la télévision, n'importe quoi, ils vont prendre tout ce qui est mauvais, tout ce qui est dépression, Donc, sollicitations innombrables de la société de consommation ont dépassé le stade du raisonnable depuis longtemps. Le rythme de vie moderne, avec son accélération du temps, derrière lequel nous courons tous, est un facteur majeur de stress. Aurions-nous les moyens matériels de nos objectifs ou de nos envies, nous n'en aurions pas le temps. L'hyper-information nous cueille dès le petit matin, dans la salle de bain. Ça existait, cette misère-là, au Moyen Âge, mais aujourd'hui, vous savez, c'est à cause d'informations instantanées. On a toujours la nouvelle immédiate de la catastrophe. Au Moyen Âge, quand il y avait une ville, je ne sais pas, mais qui était attaquée, effondrée, pillée, avec les gens bafoués, et ainsi de suite, tu le savais 1 an plus tard ou 2 ans plus tard. Tu sais, ça ne t'énervait pas, c'était passé, c'était fini. Tandis qu'aujourd'hui, on va l'avoir, là, parce que, enfin, selon les experts, c'est janvier, février qu'il faut qu'ils fassent la guerre à cause des conditions climatiques. Alors, ils sont en train, là, il l'a eu. D'après moi, ça va sauter là, dans quelques... Là. Ils se préparent, de toute façon, c'est fait.
ça se prépare, les armées américaines en particulier sont préparées pour attaquer. Ils veulent le faire. Puis en même temps, on le sait, la plupart des gens sont assez intelligents pour comprendre qu'il y a toute une manœuvre politique en arrière ça, du complexe militaro-industriel. Ils veulent le pétrole de l'Irak. Ça les arrange, ça arrange Bush aussi pour ses élections aux États-Unis. On vit dans un monde, c'est stressant aussi, moi je trouve, parce que des gens vont débarquer, parce qu'on ne peut rien faire face à ça. Hein? On ne rien de téléphoner une ligne ouverte et dire « Moi, je compte la guerre contre l'Irak. Ça va-tu changer quelque chose? » Pas grand-chose. Donc, on provoque littéralement le stress dans nos sociétés à cause de l'information immédiate, d'une certaine façon. Ce qui se passe, donc, c'est qu'à un moment donné, si on est capable d'être assez sage pour avoir, je dirais, une paix intérieure, et là, on va y revenir, ce sont les moyens d'enlever le stress, mais quand même, d'être capable de retrouver une paix intérieure, il faut quand même admettre que la notion, le stress, n'est pas mauvais en soi. Et Selye a beaucoup insisté sur cette notion-là, que le stress, quand il est vraiment vécu comme il faut, c'est un mécanisme de défense qu'on appelle un syndrome général d'adaptation. Et on peut dire que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe quand une situation vraiment dangereuse, on est en danger, anxiogène arrive? Il y a des signes physiques qui s'installent. Le problème avec beaucoup de gens aujourd'hui, c'est que ce que je vais vous dire maintenant, les signes et tout ça, ça va apparaître quand une personne est soit en danger ou se met en danger. Ça peut être un danger psychologique. Ça ne peut pas continuer trop longtemps. Et il y a des gens qui le continuent trop longtemps, et c'est pour ça que les breakdowns, les dépressions sont si importantes, d'une certaine façon. Donc, c'est stress aigu ou stress catastrophe, c'est le parachute qui ne s'ouvre pas, c'est l'accident qui s'en vient, qu'on ne peut pas éviter. Il y a des signes qui agissent, c'est, on dit, réaction d'alarme de tout l'organisme. Ça se fait dans l'inconscient, littéralement. On ne veut pas ça. Ça n'arrive pas volontairement. Réaction d'alarme, première phase. Deuxième phase, niveau de résistance ou phase de résistance. Je ne sais pas si je vais essayer de retrouver un petit peu mes trucs. Qu'est-ce qui se passe au niveau du système nerveux? Le cortex, donc le cerveau supérieur, reçoit toutes les informations, mais c'est l'hypothalamus qui est immédiatement informé du danger vital. C'est comment? L'hypothalamus, donc, c'est au centre du cerveau et ça commande des glandes. Donc, ce n'est pas vraiment le cortex supérieur qui agit. Il y a quelque chose qui, en état de danger, on réagit. Qu'est-ce qui va se passer? Au niveau hormonal, il va y avoir augmentation de l'adrénaline et de la noradrénaline. Disons qu'en cas de danger, c'est plus, ou d'anxiété, c'est plus l'adrénaline qui joue. En cas d'agressivité, c'est plus la noradrénaline. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a vraiment émission de substances, de neurotransmetteurs qui avertissent le corps, tu es en état de survie, il faut que tu t'en sortes. Alors, le cœur, dès les premières secondes, le rythme cardiaque est accéléré. Débit augmenté. Cela a pour but d'alimenter au mieux en sang, donc en oxygène, les organes vitaux, en particulier le cerveau, mais aussi le cœur, les poumons, les reins. La peau. Pour que cette augmentation de débit ne soit pas gaspillée, il y a une vasoconstriction, donc les pores de la peau se ferment, de tous les territoires non requis pour la survie. L'appareil digestif et la peau, ainsi que tous les organes sans intérêt vital immédiat, donc, sont mis comme en veilleuse. On sait même qu'au niveau de la peau, on devient moins susceptible de piqûres de serpents
ou de toute autre piqûre. C'est comme s'il y avait une baisse du seuil de douleur énorme. La rate se vide de son sang telle une éponge. Le sang est mis vers le cerveau et le cœur. La pression artérielle croît parallèlement au rythme cardiaque. Les bronches même se vident pour une meilleure oxygénation au niveau alvéolaire. Donc, vasodilatation générale. Au fond, ça mène à l'oxygénation. Donc, plus il y a d'oxygène dans le cerveau, plus mieux il fonctionne. C'est comme si on passait, si vous voulez, comment je dirais ça, d'une première vitesse à la troisième en un coup. Et là, le corps, vraiment, les extrémités sont moins sollicitées. Le cerveau devient plus. Alors, au niveau des muscles, les muscles striés en particulier se dilatent plus facilement. Il y a aussi des muscles qui vont être moins mis en... Il va y avoir économie d'énergie. Ça joue même au niveau par exemple, tout le glucose qu'on a, le sucre qu'il y a pour la digestion va passer pour le cerveau, l'oxygénation aussi. Il y a une mobilisation, même les yeux s'ouvrent. Il y a une alerte, on ne peut pas dormir en état de danger, hein? Et c'est pour ça que c'est un des signes. Et des fois, il y a des signes d'insomnie qui sont des signes d'angoisse et inversement. Sudation à certains niveaux. Horripilation des poils, c'est-à-dire les poils se lèvent. Et il semble que l'effort qu'on peut faire à ce moment-là est beaucoup plus grand quand on laisse aller cette réaction-là. Mais encore une fois, dans le moderne, il y en a qui vont le bloquer. Ils vont paralyser. Mais si on le laisse aller, à quelque part, il y a quelque chose où on est en état littéralement de Superman, presque. Et c'est pour ça que, par exemple, vous allez, dans notre société, des gens extrêmement dits winners, sont des gens qui peuvent rester sur cet état-là extrêmement longtemps. Mais il y a une troisième phase, quand ça finit, quand le danger supposément est évité, il y a une dépression. Il faut que le corps récupère. C'est comme si vous aviez dépensé toute votre énergie d'un coup pour vous sauver. Alors, quand des gens marchent en état de stress continuel, il faut qu'ils gagnent, il faut qu'ils fassent de l'argent, il faut qu'ils travaillent 24 heures par jour, et ainsi de suite. Oui, ils arrivent à un moment donné à provoquer littéralement cet état-là. Ils dorment peu, ils sont extrêmement vigilants, ils se sentent forts, ils se sentent puissants. Puis ces gens-là ne comprennent pas qu'à un moment donné, ils pètent. Parce qu'on ne peut pas demeurer dans cet état-là tout le temps. Vous voyez? Donc, c'est un stress normal qui vient de l'adaptation au danger. Vous avez quelque chose d'extrêmement important à faire. S'il y en a qui ont fait du théâtre, s'il y en a qui ont fait des arts un peu, vous avez, je ne sais pas moi, un peintre, une exposition à faire, une pièce à jouer, un film, je ne sais pas quoi. L'état de tension qu'il y a avant ça, c'est un état de stress. Et vous savez très bien qu'on joue les 2-3 premières fois, en tout cas j'ai fait du théâtre, puis les 4e jours, là, habituellement, il y a une drop, y compris sur la scène et dans nos vies. Il faut que tu dormes. Hein? Tu tombes. Tu tombes complètement. Les gens qui font pas ça, qui s'aperçoivent pas que oui, on peut fonctionner en état de stress durant un certain temps pour que toutes nos facultés soient les plus hautes, mais après, il faut se reposer. J'ai eu une femme qui, à un moment donné, toutes les années, elle m'a dit, depuis des années, elle travaillait pour une association de médecins. Et depuis des années, à chaque année, elle organisait une rencontre de tous les médecins dans un hôtel ou dans une ville quelconque. Donc, il fallait qu'elle organise les banquets, qu'elle organise les hôtels, et ainsi de suite. Alors, c'était sa période de l'année, ça durait 3 mois, où là, elle marchait vraiment avec le stress, trouver tout, hein, c'est des centaines de personnes à téléphoner, à organiser, puis ainsi de suite. Puis elle me disait qu'après, elle tombait malade à tout coup. J'ai juste dit à un moment donné, les premières années qu'elle est venue, une couple d'années, 5 ans, 6 ans, et je lui ai dit, la 2e année, j'ai dit, là, tu vas le préparer, tu sais que tu t'en vas en état de stress, et tu vas te préparer, tu vas bien dormir, plus de couchage tard, même si tu as infiniment de choses à faire. Tu vas dormir tout le temps, une bonne 8 heures ou 10 heures, comme tu veux. Mais
Après, en particulier, c'est tu demandes 2 semaines de congé. Et là, c'est drôle, elle le fait, et elle n'a plus jamais eu ce genre de maladie. Elle tombait malade, très malade même. Tu sais, c'est vraiment le corps, à un moment donné, qui dit, tu sais, on est là, on passe à ce niveau-là, ça dure un certain temps, il faut redescendre. Et si on ne comprend pas ça, puis on reste tout le temps, on veut toujours être à ce niveau-là, on force l'organisme comme tel. Voyez ce que je vous ai décrit là, c'est ce qui arrive quand, chez les grands sportifs, chez tout état de ça, mais ça peut être même à la guerre, quand si vous avez vu des films de guerre, la plupart sont là tout le temps. Et c'est pour ça qu'il y a toujours de la déprime des guerriers. Si vous voulez, à un moment donné, ils restent là, oui, ça va bien, ils se battent, ils survivent, puis d'un coup, paf, ils tombent. Hein? Donc, on a ça dans nos vies aussi. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Ça va. Même, il y a une meilleure vision nocturne, imaginez. Donc, si je répète, palpitations cardiaques, pâleur de la peau, oui, des fois, on a même quasiment une jaunisse. Crampes digestives, nausées, estomac noué, changement de rythme respiratoire. Parfois, même, il arrive défilement rapide de la vie passée, quand on est vraiment là, proche de l'accident. Tremblement, grincement des dents, boule dans la gorge. Parfois, incontinence, bouche sèche, appétit coupé, disparition du sommeil. Ce sont tous des signes qu'on peut retrouver parfois, et c'est ça, dans des situations où des gens ne vivent pas ils sont en sécurité dans leur vie, et c'est ça qu'on va voir rarement. Ben, rarement. On en voit, en tout cas, ils nous arrivent en thérapie, et c'est ça, ils ne dorment plus, ils ont des problèmes d'incontinence, des problèmes de sphincter, ils ont des problèmes, évidemment, au niveau très souvent, de désorientation. Il y en a qui vont dire « j'ai une boule dans la gorge ». Il y a quelque chose qui les angoisse, qui les stresse, et c'est là que la psychanalyse va dire, il y a quelque chose de refoulé ou de réprimé tellement puissamment que ça ressort comme ça. Alors, donc, en gros, c'est ça. Je veux dire, je pourrais vous continuer, là. Il y a le système limbique qui embarque là-dedans, et ainsi de suite. Mais en psychologie, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi ce stress-là, qui est déclenché par des événements vrais, peut être déclenché par des événements imaginaires ou illusoires. Quelqu'un qui a une phobie, disons, de traverser les rues, si vous essayez de faire à stress, à angoisse, puis elle peut tomber dans ces états-là, puis devenir complètement agitée, puis vous sacrez un coup de pied, puis vous n'en apercevez pas. Elle va dépasser sa force, si vous voulez, tellement elle a peur. Hein? Dans des états de stress aussi, c'est pas juste des états où on est en danger de quelque chose qui nous attaque, c'est des fois pour sauver quelqu'un. Vous savez, il y a des cas, c'est arrivé, une femme a levé un auto à un moment donné parce que son enfant était tombé il y avait eu une crevaison, elle essayait de lever, l'auto a tombé, son enfant est en dessous, ben, elle s'est mise à côté, puis elle l'a levé dans les airs, tu sais. Elle jamais aurait pas, tu sais, c'est quoi, une auto, c'est une tonne, je sais pas trop. Et ça arrive. C'est la personne, à un moment donné, il y en a qui vont paralyser, ou d'autres, ils voient quelqu'un se noyer. La personne sait à peine nager, mais il y a quelque chose en dedans qui fait plonge dans l'eau froide, va chercher l'autre, là sort l'autre. L'autre, la moitié noyée, c'est en hypothermie, puis le gars, il est là, il trempe, lui, il s'en va, il dit, je sais pas ce que j'ai fait, ça m'a pris comme ça, je suis pas un héros, non, ça m'est arrivé. Il y a quelque chose qui monte. Hein? Donc, on a cette capacité-là, c'est vraiment un don, pas divin, mais c'est surnaturel quasiment. Et pourtant, on ne peut pas le provoquer. Les militaires aimeraient beaucoup le provoquer comme ils veulent, en pesant sur un bouton. T'sais. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça a l'air qu'il faut vraiment certaines situations pour le provoquer. Bon. Encore une fois, donc, ça varie chez les uns et les autres. Il y en a qui ont peur de l'eau, puis il y en a qui n'ont pas peur de l'eau. Donc, il y en a un qui est stressé, mais ainsi de suite. Il y a une décision à prendre habituellement, comme j'ai dit, par rapport à fuite ou attaque, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ça, c'est vrai aussi dans nos situations de vie. J'ai vu beaucoup de gens, à un moment donné, tu te dis, ils viennent te voir semaine après semaine, durant des années, et tu sais très bien que ça leur prendrait un changement dans leur vie, puis ils ne changent pas. Puis là, ils se demandent comment ça se fait qu'ils sont angoissés, comment ça se fait que ça ne va pas dans leur vie.
Mais par exemple, j'ai une jeune femme qui vient depuis des années. Sa mère lui téléphone 15 fois par jour. Ça commence à 7 heures le matin. C'est une femme qui est dans la trentaine. Tu sais, une mère, là, vampire, littéralement. Mais la maman donne des sous aussi à la petite fille. Alors la petite fille, elle reste là tout le temps. Et la mère, sans arrêt, recommence, la vampirise, décide pour elle même des fois de comment elle va s'habiller ou non. Elle aurait à couper avec sa mère. C'est la chose simple à faire. Tu sais. Dire non, il ne faut plus que tu me parles. Elle a essayé, ça va loin. Hein. Si elle bloque le téléphone, la mère vient en taxi parce qu'elle pense que cette petite fille va mal. La petite fille a 30 ans. Tu sais. Et donc, vraiment, quelque chose, j'ai dit, c'est ta mère qui devrait être en thérapie depuis fort longtemps, d'ailleurs. Mais c'est elle qui vient. Et c'est la mère qui paie. Alors, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et tu le sais, on le sait. Et ça, Jung en parlait, il y a quelque chose de très, très conservateur dans l'inconscient, parfois, qui ne veut pas qu'on change. Et on dirait que ça nous prend vraiment, comme dirait Bernard Geoffrion à l'époque, accumulé au pied du mur. Il faut être accumulé au pied du mur. Sinon, on ne bouge pas. Tu sais? Il y a quelque chose en dedans de nous qui... Changer d'état, c'est trop difficile. Et changer d'état en particulier, ça veut dire qu'il faut que je devienne conscient vraiment de ce que je vis, de ce que je suis. Et là aussi, c'est le plus difficile. Jusqu'à quel point on veut vraiment être conscient de ce qu'on est. Et ça va être la deuxième partie sur l'angoisse métaphysique ou l'angoisse en psychanalyse. Il y a quelque chose qui joue à un moment donné dans, littéralement, demeurer dans l'ignorance de ce qu'on est vraiment pour ne pas accepter ce qu'on est dans sa vulnérabilité. Et ça, pour beaucoup de gens, c'est comme un point de non-retour. J'ai vu des gens, à un moment donné, on sait très bien où on s'en va, les rêves parlent, les rêves sont explicites, l'inconscient parle, mais chez ces personnes-là, il y a un blocage, il y a quelque chose, comme je disais, de cette jeune femme-là, elle le sait et elle ne le fait pas. Plus tu fais ça, plus tu dis, je nuis à ma maturation, parce qu'au fond, je suis bien, j'ai un appartement, je suis bien logé, je suis en sécurité. Il y a une régression qui se produit. Et la régression va faire qu'on devient encore plus infantile. Et là, pour beaucoup de gens, c'est on ne veut plus penser à ce qu'on est. Et ça peut donner différentes sortes de comportements qu'on va voir à travers un bonhomme qui s'appelle Drew Verman, Drew Verman, qui est un Allemand, un prêtre allemand d'ailleurs, quasiment mis de côté par l'Église catholique parce qu'il a écrit beaucoup de choses sur les prêtres en particulier, en disant qu'ils devraient tous se faire psychanalyser. Il n'a plus le droit d'enseigner, il n'a plus le droit d'enseigner la théologie, c'est un théologien, mais psychanalyste. Et un des rares d'ailleurs, il écrit ses contes de fées. Si vous jamais vous cherchez, je l'ai vu dans les librairies assez facilement. Il a écrit un très beau livre sur la prêtrise, d'ailleurs, qui explique beaucoup la pédophilie et tout ça. Ça s'appelle « Les fonctionnaires de Dieu ». Et c'est assez intéressant à voir comment on devient prêtre d'une certaine façon sans reconnaître en soi toutes les pulsions, et ainsi de suite. Et c'est ça qui est retourné sur les enfants. C'est assez intéressant, d'ailleurs. Ce livre-là a choqué beaucoup le Vatican. Ils ont trouvé ça fatigant. Bon. Mais par rapport, c'est ça, il a écrit un livre, ça s'appelle « La peur et la faute ». Et comme il a beaucoup étudié la psychanalyse, Freud autant que Jung, il essaie de voir justement qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a tellement d'angoisse, pourquoi il y a un mal psychologique qui est en jeu, pourquoi certaines personnes s'ennuient tellement et ne trouvent pas de sens à la vie, qui ne trouvent jamais de réponse. Et les réponses, ils vont venir, non pas au niveau somatique, ils vont venir au niveau psychique, très souvent dans des comportements aberrants, comme l'hystérie, comme la schizoïdie, c'est-à-dire des gens qui deviennent froids comme des blocs de métal, ou d'autres, la dépression, et ainsi de suite. Alors ça, ce serait la deuxième partie. Juste pour vous dire aussi, si jamais ça vous intéresse, on a classé, on va finir par le stress là-dessus, on a classé
un type A et un type B. Type A, plus stressé, plus apte donc à casser. C'est quelqu'un de toujours, si jamais vous reconnaissez là-dedans, il faut ralentir. Toujours pressé, toujours plus ambitieux, vit dans l'urgence. Agressif avec les autres, il est également exigeant pour lui-même, toujours sous pression. Il vit en fonction de 3 composantes: urgence du temps, valorisation sociale, réussite. C'est le père qui joue avec ses enfants qui ne les laisse pas gagner. Tu sais. Ça existe, ça. Impatient dans les files d'attente, il est toujours ponctuel, rapide dans son travail, il l'est aussi quand il marche, il avale son déjeuner à toute vitesse, habitué à mener de front plusieurs activités, il est polarisé par le travail, jaloux de son image de bon travailleur. Le type B, comme dans Beauchamp, par exemple, prend son temps, ne s'estime pas en compétition permanente avec son entourage, patient, aimable, dépendant, hein? Non, passif. Au fait, c'est le négatif du type A. Donc, il existe des sujets intermédiaires. Mais voyez, le type A, on sait qu'ils sont à 80% plus susceptibles d'infarctus, de breakdown, et ainsi de suite. Et pourtant, on nous propose ça comme modèle de vie, hein, au niveau de la société de consommation. Et vous avez tout l'envers, qui est, appelons ça, la société. C'est aussi dans la société de consommation, mais disons, c'est le guide ressources, si vous voulez. Comment ralentir, aller chercher des massages, parler, aller à la campagne, faire du zen, faire du yoga, ainsi de suite. Hein? C'est tout ça. Mais même dans ces milieux-là, moi, ça m'a toujours frappé. Il y a quand même aussi la compétition va embarquer. Dans un groupe de yoga, à un moment donné, ils sont scindés en deux. C'est une de mes amies qui était là-dedans à Québec. J'en revenais pas. Ils font du yoga pour atteindre la paix, la sérénité, puis ainsi de suite. Là, il y a eu la chicane. Qui était le vrai responsable par rapport au maître qui vivait aux Indes puis qui vivait? Alors là, ils sont séparés. Il y a eu procès pour avoir le nom, puis ainsi de suite. T'sais. Le stress qui a monté de ça, il demandait à recevoir des téléphones d'un bord puis de l'autre, puis ainsi de suite. T'sais. Alors, il y a aussi... Donc, on n'échappe pas nécessairement à tout ça. Ou encore, c'est le stress de tous ces gens-là. Oui, je m'en vais. J'en ai vu, par exemple, quelqu'un a changé vraiment de bar, de métier. Était dans un milieu de banque, puis ainsi de suite. Là, elle s'en va en massothérapie, puis ainsi de suite. Mais là, elle va avoir des clients? Elle n'aura pas, elle ne sait pas. Là, elle stressait pour la... Au fond, c'est pas donc le milieu. À chaque fois qu'on accuse le milieu, même si on vit dans un milieu aujourd'hui beaucoup plus stressant, il faut toujours revenir sur soi. Comme je disais la dernière fois, c'est une citation de Jung, « Peu importe ce qui nous est arrivé dans la vie, et ça c'est terrible à dire, peu importe ce qui nous est arrivé dans notre enfance, si on a été abusé, ainsi de suite, on ne doit jamais chercher, mettre la culpabilité, oui, sur les autres, mais on doit assumer que parce que ça nous est arrivé, on doit se comprendre et analyser pourquoi ça nous est arrivé à soi. Et dès qu'on a fait ça, on rentre vraiment dans la dimension de rechercher sa paix intérieure. Mais dès qu'on est victime et qu'on dit « je suis victime, c'est la faute des autres, c'est la faute de la société, puis ainsi de suite », on ne peut rien faire parce qu'on ne mobilise pas les ressources intérieures. Alors, on va le voir dans la deuxième partie aussi, il faut essayer de mobiliser des forces de guérison intérieure ou ce qu'on appelle des forces secourables, comme dit Jung, ou ce que lui, de Overman, appelle Dieu. Il dit, on ne veut pas l'appeler comme ça, mais c'est ça qui est en jeu. On n'est pas seul dans sa cabane, comme je dis souvent. Il y a autre chose en dedans de nous autres. Et une des causes d'angoisse et de stress, c'est qu'on vit dans un monde, justement, où on s'est coupé de la nature, pour beaucoup de gens, et de notre société aussi, en particulier, avec la technologie. Et on s'est coupé aussi du rapport à quelque chose de supérieur à nous. Et sa cause, ça fait de l'abandon. Et on se vit comme abandonné. Et ça va tellement loin que certaines personnes se sentent tellement abandonnés qu'ils vont aller dans le mal, littéralement, à cause de ça. Pour réagir à cet abandon-là, comme tel. Comme probablement, quand on va le trouver, le tueur, vous savez, c'est fascinant d'écouter les psys là, sur le tueur de Washington, parce qu'ils sont fourrés, là, ça ne répond pas là, à leurs critères habituels. Hein. Alors, ça va être quoi, là? Mais on peut dire tout de suite, c'est quelqu'un qui est perdu. Il se prend pour Dieu. C'est déjà énorme, je trouve, au niveau psychologique. Hein? Il se prend pour Dieu. Et c'est ça qu'il dit. Je vous ne le savez pas, mais vous pouvez mourir comme Dieu peut vous atteindre n'importe où. Moi, je le fais.
Je le fais. Ce qu'on appelle un état d'inflation énorme. Et comme on dit, c'est probablement quelqu'un de très intelligent. C'est pas un tueur, c'est pas quelqu'un qui n'a pas eu d'éducation, mais ainsi de suite. En plus, il connaît le tarot. Fait que, vous savez, vous voyez le nouvel âge où ça peut mener. Hein? C'est effrayant à dire, mais c'est ça. Il y a quelque chose là où cet homme-là, son angoisse, qu'il n'a pas voulu probablement reconnaître, il la répand, il la contamine sur un peuple entier. OK, on va voir la deuxième. Oui? Y a-t-il une des questions? Parce que tu parles de contamination, il y a quelque chose qui est assez curieux, puis depuis cet événement-là, je ne peux pas me sortir de l'idée que j'ai déjà vu un épisode, c'était un vieil épisode d'une série policière, où justement il y a un tueur en série comme ça qui tire au hasard. C'est une émission populaire américaine, là. C'était... Ouais. Ça se passait pas à New York, ça se passait au New Jersey, je me souviens bien, puis c'était assez populaire. Puis c'était ça. Je me suis posé une question parce que le cas était assez patent. C'est-à-dire, tu prends la série, tu regardes ce que le gars fait, et puis ça se ressemble étrangement. Oui, du mimétisme. Jusqu'à quel point ça l'a contaminé? Là, c'est ça. Des fois, il doit y avoir des synchronicités. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a assez d'auteurs qui pensent à... Tu sais, aujourd'hui, les romans de tueurs en série, c'est quasiment ça que tu as dans toute la langue, les romans policiers. Ça me tanne, moi j'aime beaucoup les romans policiers, mais à un moment donné, ils en tuent tout le temps 15, puis de toutes les façons possibles, tu te dis, ils vont tuer, tu sais, bon. Mais c'est vrai que ça augmente aussi dans la société. Par exemple, l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant, dans la série Fortier, il y a eu une image qui est passée un soir où on voyait une jeune femme dénudée qui avait été tuée près d'une voie ferrée dans un endroit un peu à part. Le lendemain, on a découvert une femme exactement dans un site semblable. Alors, on s'est demandé, est-ce que c'était produit par l'émission ou non? Il y a une fille dans l'Est, là. Oui, c'est ça, oui. Puis c'est un gars, il y a eu 2 meurtres dans le coin, ou 3, je ne sais pas trop. Et évidemment, quand on lit ça, c'est ça. Jusqu'où est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir un Hannibal Lecter réel? On va trouver un psychiatre qui mange ses patients, là, tu sais, je veux dire. Pas moi. Bon. Mais à quelque part, c'est ça, oui, c'est l'inconscient collectif qui joue. Et ça se peut fort bien qu'il y en a qui, par mimétisme. D'ailleurs, le bonhomme du tueur de Washington, il a annoncé ça aujourd'hui, ça m'a frappé. L'affaire du tarot, c'est un jeu qui existe en vidéo avec les jeux de cartes de mort, et on tue une personne, puis ils mettent une carte de tarot, je sais pas quoi. Donc, ça joue. C'est un tueur à distance aussi. Alors oui, ça se peut, mais jusqu'à quel point il y a coïncidence, ou à quel point un tueur, de toute façon, en arrière de ça, c'est l'angoisse que cette personne-là, c'est l'acting out. Vous voyez, passer à l'action, comme je disais tantôt, au niveau du stress, c'est se défendre, survivre. Eux autres, ils passent à l'action comme ça. Parce que dans notre société, ils ne peuvent pas partir à la vraie chasse. Peut-être qu'il y a eu, à l'époque, avec des chasseurs-cueilleurs, il y a eu à un moment donné des gens extrêmement violents, qui ont eu des traumatismes, mais disons, ils allaient chasser je sais pas, moi, ils sont en Afrique, ils s'en vont chasser le lion à quelque part. Il me semble que ça y passe sa violence à quelque part. Il ne va pas aller tuer quelqu'un de sa famille ou quelqu'un de proche. Ou encore, eux autres, une tribu, ils allaient tuer quelqu'un dans l'autre tribu. Ouais, bon, alors aujourd'hui, on est pris avec ça. La dilution au niveau des individus et comment être reconnu. Et ce bonhomme-là, juste le fait que, si c'est vraiment lui d'ailleurs qui a laissé cette carte-là, il laisse des douilles, il commence à être plus... très souvent, ils veulent être reconnus. Ils vont en faire extant. Mais il y en a. Hein, il y a un bonhomme en Russie, il a tué 45 personnes, enfants, femmes et hommes. Lui aussi, c'était random, à coups de hache. Et ça a pris 25 ans avant de le trouver. Puis il l'avait trouvé avant, d'ailleurs. Puis il était quasiment, il a commencé à avouer, mais là, c'est l'incurie de la police soviétique. Mais c'est 45 personnes, je veux dire. Oui, c'est ça. Oui, on pense qu'il était avec son frère, ouais. Lui. Mais voyez, là, encore une fois, c'est des prostituées. Il y a quand même, c'est ça, un tueur en série comme ça, celui qui tue les prostituées, il devient un juge moral. Il prend la place du surmoi de la société. Tandis que lui, il prend la place de Dieu au complet. Là.
il est comme plus gros, il y a une plus grosse inflation. Et c'est surtout ça, c'est qu'il y en a, par exemple, qui sont installés dans des tours à un moment donné, puis ils ont canardé toutes sortes de monde. Puis ils se sont fait pogner parce que lui, c'est ça, Donc, d'après moi, c'est quelqu'un qui aime beaucoup qu'on parle de lui à la télé. Il doit être tellement heureux d'entendre, tu sais, tu l'entends même à Radio-Canada, des gens, des journalistes là-bas, ça sort plus, ils font attention, il doit donc être... On a peur de lui. Il existe. Hein? Il existe par le regard des autres. Et on va le voir dans l'anxiété. Il y a beaucoup ça. C'est le regard, comment on est dans le regard des autres aussi. Comment on croit qu'on est perçu par les autres aussi. Avant de vous... Juste dire quelque chose avant que je l'oublie. Moi, j'essaie de dire à des gens, même pour moi-même aussi, quand on est trop angoissé ou stressé, il faut toujours se demander qui est stressé vraiment dedans de soi. Est-ce que c'est l'animal qui est stressé? Est-ce que c'est l'enfant intérieur qui est stressé? Si on s'identifie à toute l'angoisse, on le vit comme un absolu. Et c'est ça que ça prend des proportions, à un moment donné, énormes. Un exemple de ça, j'en ai déjà parlé, mais enfin, je vais vous le redonner. C'est un bonhomme qui était technicien, un spécialiste qui travaillait pour une compagnie de télécommunications. Et un genre de bonhomme qu'on envoie un peu partout sur des ordinateurs quand ça ne marche pas. S'il rate son coup, c'est 1 million. Tu sais, qui est passé. Ça y est déjà arrivé, d'ailleurs, ça a coûté 3 millions en compagnie. Mais comme il réussit ailleurs, on regarde. Donc, vraiment, quelqu'un qui est assez stressé. Mais quand il est arrivé en thérapie, il m'a conté la chose suivante. À chaque fois qu'il arrivait sur une job, sur un travail donné, disons, donc on l'envoyait à quelque part, il ne savait pas où il allait. Il paralysait littéralement parce qu'il s'accusait, et là, c'est vraiment une phobie qu'il avait, il s'accusait que c'était de sa faute si quelque chose ne marchait pas. Donc, ça part mal, les trucs. Et il y avait toujours une peur énorme qu'un boss de cet endroit-là, qu'un patron ou un directeur arrive et lui donne des ordres ou lui dise quoi faire. Il aimait beaucoup mieux travailler tout seul sans avoir à s'occuper des autorités. Et ça nous a pris un bout de temps avant de trouver qu'est-ce qui était en jeu. C'est que quand il devait avoir 6 ou 7 ans, peut-être 8 ans, son père avait un atelier dans la cave et c'était tabou. Le petit gars, il n'avait pas le droit de toucher aux outils de papa. Et un jour, comme n'importe quel petit gars aurait fait, j'imagine, il a été joué là-dedans et il a échappé un outil. Et à ce moment-là, son papa, qui n'était pas supposé être là, est arrivé et l'a pincé et il a sacré une bonne volée. Alors, vous voyez, quand il arrivait sur une job, c'est comme s'il arrivait dans l'atelier de papa. Et là, il était sûr qu'il était pour recevoir une volée d'un quelque patron. C'était le petit garçon, donc, en dedans de lui, qui réagissait, qui angoissait, qui stressait. Et non pas lui, en tant que technicien, qui était reconnu comme un des meilleurs, même au monde. C'est un bonhomme qui m'a conté, il était à Costa Rica, il était en Europe, il avait un sens des ordinateurs, même sans l'avoir appris. C'était vraiment quelqu'un qui rentrait là-dedans, puis il arrangeait les choses. Il y avait vraiment quelque chose d'inné, d'intuition. Il y avait beaucoup d'autres problèmes, par exemple, mais il y avait aussi ce problème-là. Et juste ça, ça a pris 1 mois ou 2, et il m'est arrivé, il dit « Hey, ça marche ton affaire. » Il dit « Quand j'arrive et que je me sens comme ça, je dis au petit garçon, « Hey, on n'est plus dans l'atelier, là. On n'est plus dans la cave avec papa, là. Je suis là pour régler le problème. » Et ça a dit, une bonne partie de son angoisse et de son stress s'est évanouie. Alors, se demander qui est angoissé, qui est stressé en dedans de nous. Et c'est très important, puis ça joue parfois sur... Parce que, encore une fois, les habitudes de stress ou d'angoisse, le niveau qu'on peut accepter, c'est selon les réussites qu'on a eues à traverser des épisodes où il y a eu du stress et de l'angoisse. Donc, c'est certain qu'il y a un enfant dans nous, s'il a manqué des passages de stress et d'angoisse, il peut rejaillir en état quand on va retrouver une situation de stress. Alors, quand on se dit ça, donc, moi, je le dis aussi pour l'animal en dedans, se demander toujours est-ce que l'animal, il est bien, essayer de le réconforter d'une certaine façon. Et juste ça, à un moment donné, c'est-tu l'animal qui réagit, pourquoi? C'est-tu l'enfant qui réagit, pourquoi? De faire cette distinction-là, c'est assez important. Maintenant, si on en revient avec la question d'angoisse, quelqu'un me demandait c'est quoi la différence tantôt entre angoisse et anxiété. Au fond, en psychanalyse en particulier, on fait très, très peu de différence entre les deux. Cependant, on va dire que l'angoisse est plus
vient plus de la personne, alors que l'anxiété concernerait plus la réaction à l'environnement, comme tel. On est anxieux parce que l'autobus n'arrive pas, disons. On n'est pas angoissé parce que l'autobus n'arrive pas, on est plus anxieux. Si on voit un accident, pouf, l'angoisse pogne. C'est pas la même chose, hein, comme tel. La première chose qu'on doit dire aussi, quand l'anxiété monte ou l'angoisse monte, habituellement, c'est comme un signal d'alerte. Il y a un danger quelconque, il y a un danger psychologique quelconque. C'est comme une lumière rouge qui s'allume. Et là, ça peut déclencher ce que j'ai dit tantôt, là, toutes les réactions psychophysiologiques comme telles. Cependant, ce que Drew Herman va nous dire, et ce que Jung nous dit aussi, c'est que, ou la psychanalyse, a montré qu'il y a quelque chose d'angoissant d'être humain. C'est bien dollar, mais on est sorti du paradis, comme on dit. On est sorti du paradis. Et même là, dans notre enfance, on peut dire, moi je le vois un peu comme ça, on sort, Adam et Ève, c'est un peu tout le mythe de la Genèse, ce mythe-là, c'est un peu notre mythe d'enfance, où on est nourri, où les parents nous parlent, on se sent en sécurité, pour la plupart en tout cas, on peut se promener tout nu, puis ainsi de suite, ça va bien, on n'a pas à se cacher, la nourriture est là habituellement, puis brusquement, on apprend à s'habiller, puis là, les punitions commencent, puis là, oups, on va nous mettre en dehors du paradis de l'enfance, d'une certaine façon. Et commence, et c'est dans ce sens-là que c'est pas, il y a des gens qui disent, ils sont donc pessimistes, que commence la douleur, l'enfantement, les douleurs d'enfantement pour la femme, et ainsi de suite, le travail, on est obligé de gagner le pain à la sueur de son front, on est obligé, en psychanalyse, de dire les satisfactions immédiates ne nous sont plus données. On est obligé de les reporter à plus tard, d'apprendre que, par exemple, on quitte le sein, mais on ne peut pas avoir le sein tout le temps, de moment que ce soit le biberon ou la présence de la mère. On s'aperçoit des autres, de la présence d'autrui. Et là, on est obligé de reporter, donc c'est ce que Freud appelait le principe de réalité, on est obligé d'accepter que la mère ne sera pas toujours à nous, qu'on est obligé de travailler pour avoir nos plaisirs, et ça va donner notre civilisation d'une certaine façon, en gros. Là. Et pourtant, vous le savez bien, dans notre civilisation de consommation, on nous dit non, ayez vos satisfactions tout de suite, payez plus tard, ainsi de suite. On marche vraiment contre les acquis de la vraie psychologie, je trouve, dans notre société. C'est vraiment assez fascinant à voir parfois. Mais en même temps, dès qu'on va devenir assez conscient, donc ça prend la conscience, c'est pas dans l'enfance que ça va se jouer, ça va jouer sur le genre de prise de conscience qu'on va avoir plus tard, mais à quelque part, on découvre qu'on est vulnérable, que, ce que je disais tantôt, on est des êtres mortels. Et si on n'admet pas, et Jung en a beaucoup parlé, a parlé de ça, si on n'a pas une conception de ce qui se passe après la mort, on se crée de l'angoisse. Hein? C'est pas pour rien que moi je suis fasciné, par exemple, par la civilisation égyptienne ancienne. On les regarde aujourd'hui, on dit, ils sont fous un peu, ils dépensaient leur vie à penser à la mort, puis qu'est-ce qui arriverait après la mort? S'il y a des pyramides, s'il y a des tombeaux, si on regarde la civilisation égyptienne, on regarde comment ils enlevaient le stress de la mort. Ils croyaient assez qu'il y avait quelque chose qui donne. Une partie de leur vie était vouée à s'occuper de ce qui se passait après la mort. Et l'autre fois, je regardais une émission là-dessus, puis ça m'a frappé, chez les momies, ils entraient dans la mort les yeux ouverts. Hein, les momies ont les yeux ouverts. Regardez ce qu'on fait avec nos morts, on leur ferme les yeux. On s'endort d'un sommeil éternel. Et je trouve que c'est aussi notre civilisation. C'est comme si on niait qu'il y avait quelque chose. Et là, c'est la peur aussi, évidemment, du jugement après la mort. Est-ce qu'on va être jugé? Et ça aussi, ça fait peur à des gens. Ça angoisse des gens. Beaucoup. Et vous savez, l'Église, en particulier, ici, on a beaucoup joué là-dessus. La peur de l'enfer, là, je te dis qu'on nous en a mis, on a beurré épais. Tu sais. Ce que donc dit Droman, c'est qu'on est, et si on admet le moindrement un point de vue religieux large sur le monde, on est condamné à la liberté.
donc à faire des choix. Et faire des choix, c'est angoissant. Là, encore une fois, si vous prenez l'idée animale, le modèle animal, ils n'ont pas de choix à faire. Je veux dire, ils ont des choix, mais c'est génétiquement programmé. Les oies, ils ne choisissent pas de s'en aller en Amérique du Sud ou de revenir dans les battures de Québec. C'est programmé génétiquement. Ils n'ont pas d'angoisse à migrer. Si on vous dit, bien, vous allez migrer en Australie demain, oups, j'ai-tu le choix? Ou prenez le Murdochville, là, présentement. Je reste-tu, je reste pas? Là, il y en a on le voit, le niveau de stress, c'est différentes personnes. C'est assez étonnant. Il y avait un très bon reportage aujourd'hui où tu avais toutes sortes de monde, ceux qui sont pour rester ou non. Là. Et les gens, c'est ça, tu vois, le degré, ça va péter. Lui, tu sais, c'est l'agressivité qui monte, là. Et il y en a qui vont payer pour ça, tu sais. Alors que t'en as d'autres, oui, moi, je veux rester, puis le gouvernement dit, puis ils sont optimistes. C'est encore une fois, hein, chacun, on a un degré de stress comme tel. Mais plus important que ça, c'est vraiment un point de vue qui est peut-être métaphysique, philosophique, et qui est probablement, peut-être plus au Québec, parce qu'on a rejeté complètement une bonne partie du métaphysique avec l'Église. Comme on dit souvent, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. On vit tellement dans le moment présent. Aujourd'hui, être angoissé, c'est... vous savez bien, c'est... Prenez des chaînes de vidéos, pas de vidéos, mais des chaînes de télévision. Vous savez très bien que vous allez être angoissé de ne pas avoir tel auto, de ne pas avoir tel produit, de ne pas avoir telle chose, de ne pas être mince, de ne pas être musclé, de ne pas être ci, de ne pas être ça. Ou encore tous les postes tous les trucs sexuels. Là. J'ai-tu une bonne vie? Je suis angoissé parce que j'ai de l'orgasme, je n'ai pas d'orgasme, je ne me masturbe pas, je me masturbe, tu sais. On vous en donne de l'angoisse, à quelque part. Mais en arrière de ça, est-ce que ça ne cache pas justement une angoisse profonde de c'est quoi le sens de la vie? C'est quoi le sens de ma vie, à quelque part? Et il y a un très beau texte de Doberman qui commence comme ça, qui parle de ça. Ça va ceci. Ça. C'est ça aussi. On a eu quand même, depuis Socrate, Bouddha, même aussi le Christ, quelque part, ce sont des réponses qui nous disent pourquoi être si angoissé? Il y a quelque chose d'autre. Vous pouvez atteindre la paix intérieure. Socrate, il dit par la connaissance de vous-même, vous allez vaincre l'ignorance et vous allez atteindre une paix. Jésus dit si vous vivez vraiment en fonction de ce que vous êtes vraiment et de l'amour du prochain, vous allez atteindre une paix, puis même vous allez avoir une paix dans un royaume ultérieur. Même si vous êtes pauvre, hein, tout le discours sur la montagne est extraordinaire à ce niveau-là. Tu sais, bienheureux les pauvres, bienheureux ceux qui pleurent, ainsi de suite. C'est fascinant. Si on l'écoute bien psychologiquement, c'est, à quelque part, il y a quelque chose qui nous permet, si on comprend c'est quoi la pauvreté, la souffrance, ainsi de suite, d'arriver à la paix. Ce qui angoisse le plus les gens au niveau psychologique, c'est qu'ils ne comprennent pas leur souffrance. Ils comprennent ou ils n'acceptent pas qu'ils sont en train de souffrir, que la souffrance est là. Combien de fois j'ai entendu ça? Pourquoi ça m'arrive à moi? Maudite vie, c'est une valide. Pourquoi on nous jette dans cette vie-là si c'est pour souffrir, c'est pour avoir des divorces, c'est pour... Pourquoi il n'y a pas de vrai amour? Une femme a été mariée 25 ans, elle s'aperçoit que le mari l'a trompée durant tout ce temps-là. Et là, ça a été la rage. Qu'est-ce que je fous sur la terre? Pourquoi j'ai été dans l'amour? J'ai cru à l'amour durant 25 ans. Je suis une innocente. C'est ça, la vie. Et là, ça l'a entraîné à se demander, effectivement, c'est quoi l'amour, c'est quoi la vie? Pourquoi elle voulait rester 25 ans avec quelqu'un? Et ça a tout débloqué, toute une partie d'elle-même. Alors qu'avant, elle vivait, je suis dans un beau couple, puis elle pensait que tout était correct. Un beau couple, j'ai des enfants, on est un couple parfait, mais ainsi de suite. Angoissait pas, angoissait pour que le couple reste ensemble. Quand ça s'est brisé, là, c'est quoi le sens de cette souffrance-là? D'une certaine façon, le Bouddha et Socrate n'avaient pas d'ordre. Si les hommes découvraient leur vérité, ils perdraient toute raison d'être mauvais. Mais Socrate ne s'en trompait pas moins totalement en pensant qu'il l'ignorait et qu'il suffisait donc de leur enseigner. La difficulté ne réside pas dans l'ignorance, mais dans le fait que, connaissant la vérité, les hommes refusent de la voir par angoisse. La question du problème du mal n'est ni d'ordre intellectuel, ni d'ordre volontaire.
Elle est plutôt de savoir d'où provient cette angoisse et comment y répondre. Si on ne comprend pas la peur et la souffrance qui se cachent dans le mal, on ne saisira jamais ce que cherche l'homme quand il s'inflige tant de souffrance à soi-même et aux autres. Si on n'aperçoit pas son fond d'angoisse, on ne fait que l'incriminer de façon absurde. Pourtant bien comprise, et pour lui, il dit, c'est là qu'on peut comprendre la doctrine du péché originel, mais je ne veux pas trop entrer dedans. À quelque part, il y a quelque chose d'être homme, c'est angoissant. On nous a donné la liberté, c'est angoissant. Est-ce qu'on doit le refuser? Si on n'admet pas qu'on est porté par cette liberté-là et que c'est un don qu'on a eu, et non pas quelque chose qui appartient au moi, on tombe dans l'angoisse. Et on tombe dans des comportements, très souvent, qui vont entraîner de la souffrance. Ça veut dire qu'il y a quelque chose aussi qui, en se coupant donc des forces secourables, on tombe dans une forme d'inflation. C'est-à-dire que le moi devient décideur de lui-même de ce qui est bon ou mauvais pour soi. Et ce qu'on apprend par la psychanalyse, c'est complètement faux. On ne peut pas décider de soi-même. On est vécu en partie par l'inconscient, par un facteur X qu'on appelle l'inconscient. Et chez Jung, c'est un facteur aussi qui joue sur les forces secourables et tout. Admettre, se pencher la tête assez bas ou se pencher assez bas pour admettre qu'on ne décide pas vraiment de ce qu'on est, on advient à ce qu'on est. C'est pas par volonté que je vais devenir moi-même, c'est quelque chose qui va me permettre de devenir moi-même et je vais saisir l'occasion de devenir moi-même. Donc, il faut que j'admette des forces secourables à ce niveau-là. Pour ça qu'encore une fois, si on remonte aux chasseurs-cueilleurs, en particulier chez les Amérindiens, ça va de soi que c'est pas des individus comme tels qui sont là, c'est un individu qui est toujours relié à son groupe et qui est relié à un esprit protecteur, tout le temps, homme ou femme, toujours. Pas seulement à sa famille biologique, mais à une famille spirituelle, d'une certaine façon. Et ça, on l'a perdu. Et c'est pour ça que la famille biologique est devenue si importante. On l'a inflationnée d'une certaine façon aussi. La psychanalyse, c'est, comme disait Freud, c'est papa, maman, pipi, caca. C'est Freud qui dit ça. Donc, c'est pas... Lui-même en faisait donc une sorte de critique. Ce que Jung dit, à un moment donné, il faut dépasser papa, maman, pipi, caca. Si on ne dépasse pas, on reste là-dedans. C'est pour ça qu'il y a des psychanalystes qui restent longtemps de papa, maman, pipi, caca. Puis il y a des gens qui vont rester là tout le temps. Ils vont ressasser 20 ans de temps le fait que leur mère ne les a pas aimés. 20 ans de temps qu'il y a eu un abus avec le père, par exemple, chez certaines femmes. Et c'est vers ça qu'à un moment donné, si tu ne dépasses pas ça, tu te dis, ben oui, mais il y a quelque chose en dedans de moi qui est là, qui est un signe du destin qui a fait que je suis tombé dans cette famille-là. Qu'est-ce que j'en fais, moi, maintenant? Si on n'admet pas qu'il y a autre chose que le père biologique ou la mère biologique, ce que Jung appelle les archétypes du père et de la mère, que quelque chose qui va symboliser le père et la mère autrement, ou comme je dis parfois, il faut devenir père et mère de soi-même. À ce moment-là, on reste pris dans des situations d'angoisse. Et c'est ce que Doberman essaie de dire. Attendez. Cette peur, c'est ça. Pour comprendre l'état d'impuissance dans lequel se trouve l'homme, il est indispensable de renoncer une fois pour toutes à réduire le psychisme à l'intelligence et à la volonté. Hein? Jung en a parlé aussi, dire « je veux et je peux j'ai raison », c'est une illusion quelque part. C'est ça qu'on arrive d'ailleurs. Il y a des gens qui nous arrivent en thérapie, ils ont voulu avoir raison, ils ont mis leur volonté à avoir raison, puis à être parfait, puis ainsi de suite. Puis là, pouf, c'est tombé, ça ne marche plus, ils n'y croient plus. Est-ce qu'il y a autre chose? S'il n'y a pas autre chose, tu es dans le vide et t'angoisses. Et là, ça entraîne toutes sortes de comportements. Freud s'est montré capable d'accepter l'homme tel qu'il est, indépendamment de toutes les grandes exigences de l'éthique ou même de la religion. Il a reconnu en lui un être malade de peur, et en cela semblable aux lapins qui fuient à travers les champs, des rabatteurs dont il ne sait qui ils sont.
Mais comment ne pas s'inspirer de la compassion qu'il a montrée? Il y en a qui disent, bon, Freud, puis ainsi de suite. Même Jung aussi, on l'accusait des fois de toujours voir l'inconscient, puis de ne pas voir le monde réel comme il était. Mais quand même, surtout pour Freud, c'était des gens de compassion. Ils voulaient guérir le monde. Tu sais, la psychanalyse est née parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait un mal et une angoisse extrêmement profonde dans une société hyper civilisée qui était la société de Vienne, de l'Autriche et de l'Europe du 19e siècle. C'était, pourtant, en même temps, c'était la montée de la science, c'était le début de notre ère moderne. Hein? Découverte de l'avion, découverte Einstein va apparaître, la relativité, les autos, Ford, ainsi de suite, la médecine qui monte. Donc, en chimie, partout, il y a des découvertes. Tu sais, les surréalistes qui vont apparaître un petit peu plus tard, l'art qui change complètement, mais en même temps, une misère morale énorme. Et cette misère-là n'a pas diminué avec notre société. Donc, il y a quelque chose où, que ce soit le Jung, Freud ou d'autres, en psychanalyse, se sont dit, pourquoi il y a ce mal-là? Parce que les premiers patients, ou patientes en particulier de Freud, et même de Jung, sont des gens qui venaient du monde des riches. Hein. Ça a pris un bout de temps avant de s'occuper du peuple, si vous voulez. C'était les grosses cliniques. Freud a eu 3 femmes qui étaient les femmes les plus riches d'Europe, sinon du monde, comme patientes, parmi ses premières patientes. Jung a eu la fille de Rockefeller comme patiente. Les McCormick, qui étaient des gens en Assyrie, qui étaient des gens extrêmement riches aussi. Donc, tu as toute la sécurité que tu veux, tu as même le pouvoir, et là, brusquement, il y a quelque chose qui ne marche pas. Les gens angoissent. La fille de Rockefeller que Jung a eu à traiter, par exemple, c'est une femme qui ne pouvait pas sortir de la maison. Elle avait l'agoraphobie. Ça allait aussi loin que parfois, la Rolls-Royce venait dans le garage, elle rentrait dans le Rolls-Royce, puis là, elle allait se promener un petit peu, puis elle revenait. Grande victoire. C'était une grande victoire. On a même offert à Jung d'aller s'installer à New York, aux États-Unis, pour la soigner tout le temps. Il n'a pas voulu, il dit, c'est elle qui va venir. Et elle a fait la démarche, elle est devenue psychanalyste plus tard, d'ailleurs. Et elle réussissait à sortir, à un moment donné, c'était énorme. Il y a des lettres qui le montrent, c'était énorme. Elle réussissait à aller dans le jardin, puis ensuite à aller dans la montagne. Mais la Rose, c'était pas loin. Quand elle est devenue psychanalyste, elle allait faire chercher ses clients en Rolls-Royce. Mais en tout cas. Mais c'est tout ça pour vous dire que donc la psychanalyse répondait à un besoin, et répond encore à un besoin, c'est la cause de l'angoisse est dans l'inconscient. Tout ce que je vous ai dit à partir du stress et de la société, on peut bien le voir, mais il semble qu'on a une capacité d'adaptation, les humains, énorme. Pourquoi, à quelque part, ce n'est pas simplement l'environnement extérieur qui produit l'angoisse et le stress? Il y a quelque chose dans la définition qu'on a de nous-mêmes, et si on ne change pas de point de vue sur soi, ça produit de l'angoisse. C'est ça aussi qui est en jeu. Cette peur d'être vivant, et ce que dit Doberman, c'est assez terrible. Il dit, beaucoup de gens, la peur, l'angoisse, on va la cacher, savez-vous pourquoi? C'est qu'au bout d'un certain temps, surtout quand on a passé peut-être la quarantaine, on sait qu'on va mourir. Et la peur qu'on a, est-ce que notre vie a eu un sens? Ou si notre vie, c'est juste vide? Ça n'a servi à rien, on a été des petites marionnettes, puis ça n'a servi à rien, puis ça va finir dans le néant. Quand on arrive à ce point-là, très souvent, hein, vous verrez rarement, dans certains romans, il y en a, romanciers ou romancières vont en parler, mais ça m'étonnerait que vous ayez un téléroman qui vous mette un héros ou une héroïne avec cette problématique, si vous voulez. Parce qu'on a peur de ça. Parce que ça veut dire, quelque part, que ça ne vaut rien, la vie ne vaut rien. Quoique Malraux a dit, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie, mais en tout cas, ce que ça peut vouloir dire. Donc, on a cette peur-là, cette angoisse-là. Quand on est coupé, justement, d'un sens, on ne peut pas vivre avec cette intensité de lucidité si on n'a pas des forces courantes. Qu'est-ce qui se passe? Selon Doberman, c'est ça qui va créer des formes d'angoisse, des formes de comportement qu'on appelle des pathologies. Et il en donne 4.
que je vais vous donner assez rapidement parce que ça pourrait prendre plusieurs conférences pour parler même de chacune comme telle. Donc, juste pour vous résumer, l'homme ou la femme, dès qu'on prend conscience de soi, donc aussitôt qu'il devient homme au sens plein du terme, l'homme se heurte violemment au fait de sa contingence, de sa non-nécessité, de son caractère superflu. Il découvre intérieurement que sa vie n'a pas par avance un sens inébranlable, et c'est ce qui l'inquiète profondément. Sa liberté implique la possibilité de son échec total. Et ça, tu le vois des fois, j'ai-tu fait un échec? Ma vie, c'est un échec total. Et les deux choses réunies, cette peur devant la contingence de son existence et celle devant sa liberté, celle de son néant et celle du non-sens, se conditionnent l'une l'autre. La certitude de devoir mourir ne serait pas si effrayante, ni si bouleversante, si, face à la menace de la mort, il n'y avait pas toujours la possibilité de ne relire son existence que comme irrévocablement vide et raté. Ce n'est pas la mort en soi qui est effrayante, c'est le fait qu'elle puisse apposer son sceau sur une vie qu'on n'a pas encore vraiment vécue. C'est justement cette angoisse ressentie, plus que toute autre chose, qui fait perdre à l'homme sa mesure et enclenche en lui des mécanismes de la névrose. Hein, c'est terrible de dire ça, mais c'est ça le fond, à quelque part. Donc, il voit quatre types. Le désespéré profond, l'hystérie, la névrose obsessionnelle et ce qu'on appelle schizoïdie. Et là, je vais vous parler assez rapidement, parce que sinon on n'aurait pas le temps, comme j'ai dit. Il y a des êtres qui vivent leur vie comme si c'était un échec, mais il ne faut pas qu'ils le montrent. Ce sont des êtres, donc, qui ont découvert, ou ont cru découvrir, puis vous fouillez dans la littérature, vous allez en trouver qui font des romans là-dessus. Pour eux autres, la vie est toujours vide de sens, ça n'a pas de sens. Mais, pour contrer ça, ils vont avoir un comportement de perfection. Ils vont s'arranger pour dire au monde, moi, je vais empêcher ça chez les autres. Alors, ça va nous donner des types un peu... C'est qu'ils pensent que la vie, en soi, n'est pas indispensable. Ils ne sont pas indispensables, eux. Donc, ils vont se rendre indispensables aux autres, à quelque part. Ce sont des types extrêmement désespérés. Ce sont des types qui, très souvent, vont refouler leurs désirs, vont lutter sans fin contre eux-mêmes au nom d'un supposé devoir. C'est une névrose qui s'enferme dans la loi, d'une certaine façon. Ce sont des gens qui sont toujours ponctuels, qui pourraient rendre compte de ce que je disais du type A tantôt. Donc, des gens, ils se défendent face à la vie avec une rigidité énorme. Ce sont des gens qu'on appelle des gens de devoir. Je ne sais pas si vous en avez déjà rencontré, mais à un moment donné, c'est fret, mais ils savent tout. Et ils peuvent vous dire, et tu n'arrives pas à les critiquer. Ils s'arrangent pour ne jamais être critiqués. Ils sont parfaits. Ils vivent dans la perfection et ils vont aider les autres à atteindre la perfection. C'est ça qui est le pire, très souvent. Quand vous avez, moi j'ai eu des professeurs d'école de ce genre-là, quand j'étais au primaire, je me souviens, j'avais une maîtresse, là, elle était parfaite, toujours bien habillée, parfaite tout le temps. Et je veux dire, on a mangé toute une cette année-là. Tu sais, je veux dire que dès que tu ratais quelque chose, tu deviens un épais, tu es un nono, tu es un sans-dessin. Elle avait toutes sortes d'épithètes pour nous ramasser, parce que, et elle représentait ça. Hein? C'est fort quand tu es enfant en particulier. Et alors, imaginez des fois quand vous avez un parent comme ça, c'est encore pire. Tu sais. Donc, la défense contre le possible, le rejet de tout ce qu'on pourrait aimer en toute simplicité, conduit le névrosé à ce qu'on pourrait qualifier de pensée en mais. Une personne de ce genre pourrait vous avoir dit ce qu'elle pense être bon et désirable pour elle, mais l'instant suivant, elle vous coupe la parole.
mais c'est justement ce qu'elle ne peut faire parce qu'elle est trop vieille, qu'elle a d'autres obligations. Dans un entretien d'aide, il est extrêmement pénible de devoir toujours entendre ainsi plus de négations que d'affirmations. C'est toujours au moment où l'obsédé pourrait se féliciter de quelque chose, louer quelqu'un, admettre qu'il aimerait bien être quelque chose, qu'il trouve une objection en mais, l'autorisant à faire de sa louange une critique ou à réduire à rien le résultat acquis. Hein, ce sont des gens, tu parles avec eux autres, puis ils sont parfaits, mais dès qu'ils vont en parler, il y a toujours quelque chose, ils n'y arrivent pas, il y a toujours quelque chose qui ne marche pas. Toujours quelque chose qui ne marche pas dans leur vie, comme tel. Ils nient la possibilité, au fond, d'être pleinement eux-mêmes. Ils n'y croient pas. Ils nient le possible. Ce sont des gens assez déprimants parce que pour eux autres, tout va aller mal tout le temps. Ça doit aller mal puisque, au fond, on n'est rien. On ne vaut rien, donc ça va aller mal. Il nie ainsi le possible. La pire réalité de l'existence vient de ce que celle-ci, c'est-à-dire nous-mêmes, nous ne sommes absolument pas nécessaires. Alors, dans ce sens-là, c'est quelqu'un, donc, qui est obsédé, désespéré, il se sent profondément menacé parce qu'on vit dans un monde, je serais là, puis si je ne serais pas là, ça va se détruire. Tout le monde, c'est comme ça. Alors, ce sont des gens... Et ça peut venir du fait que dans l'enfance, en particulier, si on a eu des parents qui ne nous ont pas reconnus comme individus. Si on n'est pas né vraiment dans une famille qui nous accepte, qui sont contents qu'on soit là, qu'on soit vivant avec cette famille-là, ça peut donner ce genre de comportement-là plus tard. Hein? C'est dans une famille de se dire... J'étais pas là, ça les arrangerait. T'sais. Ou la mère qui dit à les enfants, « Pourquoi je vous ai eu? » Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné naissance à ça. Tu sais, ce genre de jugement maternel, ou paternel parfois, peut entraîner ce genre de truc-là. Ça vient que dès la petite enfance, on n'était pas important, puis qu'on sent que les lumières changent, je sais pas beaucoup. On sent qu'à quelque part, on est trop. Ou c'est pas de trop. Quand c'est de trop, au moins on a quelque chose à quoi s'accrocher. Qu'on n'est rien, tout simplement. J'espère. Et ça, dans les grosses familles, des fois, ça apparaît. Mais encore là, dans les grosses familles, il y a quand même toujours des frères et des sœurs pour s'appuyer. J'ai vu ça même chez des gens d'enfants uniques, tu sais. Mais c'est vraiment cette notion-là, là. Les parents ont eu un enfant et à quelque part, ça a entraîné des troubles dans la famille. Ça a entraîné plus de poids, puis ainsi de suite. Et là, on se sent de trop, on se sent trop pesant, comme tel. Alors donc, ça joue comme tel. C'est une personne, encore une fois, il se sent donc transitoire. Il voudrait réaliser quelque chose qui le fasse exister. Donc, c'est des gens qui attendent l'événement. Le grand événement qui va les rendre héroïques ou qui va faire qu'ils vont devenir très célèbres ou ainsi de suite. Dans ce genre de titre désespéré, comme je connais un petit peu, j'ai vécu dans le milieu du théâtre à un moment donné, j'en ai vu dans le milieu du théâtre, dans le milieu des arts en particulier, c'est des gens qui attendent dans le regard des autres la grande réalisation, qui vont vivre pour les applaudissements seulement, comme tel, qui vont vivre pour le trophée, qui vont vivre pour... Tu sais. En arrière de ça, il y a beaucoup, dans ce genre de personnages-là aussi, dans tous les autres au fond. Un ange part. On fait la lumière ou on ne fait pas la lumière sur quelque chose. C'est ce que j'appelle le syndrome de l'imposteur. Ce sont des gens qui veulent réaliser, qui vont réaliser, qui sont parfaits quand ils réalisent, puis ainsi de suite. Mais en arrière de ça, ils se sentent imposteurs. Et ils sentent que tout le monde, parce que c'est pas nécessaire. Donc, il y a une sorte d'agitation qui peut jouer. L'obsédé, se désespérer de la nécessité, ne peut percevoir l'autre que comme un concurrent.
Son seul problème, c'est de savoir s'il est supérieur ou inférieur. S'il entend, par exemple, parler d'une découverte touchant son domaine de recherche, dont on va dire quelqu'un qui est en recherche, il se sent aussitôt menacé. Il lui faut reprendre le dessus, trouver des raisons de déprécier l'autre. Quelle chance s'il trouve un minuscule détail permettant de prouver que l'autre se trompe. Car la faute de l'autre est ce qui lui donne raison, ce qui lui permet de continuer à croire en son caractère absolu. Là, Drowerman, il parle probablement du milieu universitaire, mais je pense qu'on pourrait mettre ça un peu partout. Je ne sais pas, vous avez déjà, en tout cas, quand vous lisez certaines revues universitaires entre spécialistes, c'est rare qu'un va parler en bien d'un autre. Ils sont toujours là, ils vont chercher le petit détail chez tel autre spécialiste pour le démolir, puis ainsi de suite. Il y a un fond, là... Au fond, probablement, parce qu'ils sont tellement dans le mental qu'il y a quelque chose en dedans d'eux qui sentent que c'est vain. Alors, ils le trouvent facilement chez les autres, mais ils ne le voient pas chez eux. Comme dernièrement, il y a les prix Nobel, tout ça, mais il y a un prix là, pour les trucs de sciences inutiles. Et ça se fait. C'est des milliers de dollars qui sont donnés à regarder la vie sexuelle des mouches. Il y en a eu l'autre fois, là, je me souviens plus. C'était vraiment comme... Pardon? C'est ça. Il y a eu un bonhomme qui a fait une étude sur est-ce que les femmes ou les hommes ont plus de mousse dans le nombril. Tu sais. Scientifique dans une université. Alors, donc, il y a un côté c'est aussi notre société qui permet ce genre de vanité-là. Ça, c'est un savant qui a fait ça, mais pensez à tout ce qui est vain complètement, que beaucoup de gens font. Acheter un truc, l'autre fois, je regardais, je suis tombé sur un truc. À chaque fois, ça me fait tout le temps surprendre, tu sais. Faites des spirales avec les plures de carottes. Puis là, ça veut dire qu'il y a des gens, derrière de ça, qui bâtissent une machine à faire des plures en spirale de carottes, puis qu'il y a d'autres gens qui vont commercialiser ça, puis qu'à quelque part, ils mettent ça en boîte, puis là, qui te vendent ça. Ça veut dire que tu as une chaîne là, de gens qui te vendent quelque chose de complètement inutile. Tu sais. C'est quoi ce néant-là, à quelque part aussi? Hein? Il y a quelque chose là-dedans. Donc, concurrence, ils sont en concurrence tout le temps. Caïn et Abel, ainsi de suite. Selon lui, cette névrose ou cette obsession vient beaucoup justement dans l'enfance. On a senti qu'on était trop, mais on ne l'est pas si on obéit aux parents. On devient parfait, on devient l'enfant parfait. Alors, ça va donner des enfants justement parce qu'ils ne se sentent rien, ils vont obéir à tout ce qui est commandement parental. Donc, ça veut dire, il faut que tu sois un bon petit garçon. On va dire un petit gars, bon, un bon petit garçon, il va devenir propre vite, il va acquérir tout ce qui est bien pour être un bon enfant aimant, supposément. Mais en arrière de ça, il y a tout ce point-là où il y a quelque chose en lui qui ne comprend pas la nécessité de vivre, le besoin de vivre qui vient d'une émotion, tout simplement de dire « je suis en vie, je suis content d'être en vie ». C'est une émotion, là, au fond, se sentir bien dans la vie. C'est pas une idée, c'est pas un concept. On se sent bien, il y a quelque chose qui monte en dedans, on se sent bien. Alors, ces gens-là n'arrivent jamais à cet état-là. Ils ne l'ont jamais vécu, ils ne l'ont pas appris, on ne leur a pas montré. Alors, être bien, c'est suivre donc des lignes. Et ils deviennent extrêmement rigides, et c'est pour ça qu'ils vont suivre beaucoup de lois, et ainsi de suite, parce que c'est littéralement un rempart contre le néant. Comme tel. Donc, on va trouver ces gens-là parfois dans des organisations, à des postes de commande en particulier, parce que là, l'organisation leur sert de rempart, et ils ont toujours quelqu'un de plus faible en bas, quelque part, pour dire qu'ils ne sont pas parfaits, alors que eux autres, ils vont jouer le niveau de la perfection. Donc, soit l'Église, les institutions, n'importe quoi, l'armée, je ne sais pas quoi. Se désespérer voudrait donc être justifié de vivre, et il ne l'a pas été dans son enfance. Et s'il ne le trouve pas en lui-même, et s'il n'y a pas toute une démarche qui se fait de trouver, à travers une exploration de lui-même, et moi je dis de l'inconscient aussi, un sens à sa vie, il va rester désespéré. Donc la solution vient toujours, non pas de dire « je suis né dans une famille où on ne m'acceptait pas, où j'étais de trop », c'est de dire « c'est quoi le sens de la vie puisque j'en suis porteur ».
Comme je dis à des personnes très désespérées parfois, au moins tu t'es pas suicidé. C'est déjà ça. Tu es en vie, et si tu es en vie, ton organisme qui est là, il en veut plus que toi. Il ne veut pas suicider ton organisme. Si on dit ton organisme, l'organisme qui est ce mélange d'esprit et de chair, il y a quelque chose qui est là. Donc, c'est déjà énorme. L'autre type, je vais passer un peu plus vite, puis même je vais vous le raconter un petit peu, c'est l'hystérie. Ce type-là, il vit dans le regard des autres, dans le sens où, ce névrosé obsessionnel, où il veut paraître parfait, mais il cache ce néant-là, OK? L'hystérie, comment on va cacher? Habituellement, c'est plus féminin, mais on sait que c'est aussi masculin. L'hystérie, ça va être l'extraversion pure, d'une certaine façon. Jamais être seul, très souvent, la peur d'être seul, et d'être toujours avec les autres et sans arrêt séduire, 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 séduire. C'est la personne qui rentre dans un groupe, et si elle voit une personne qui est de dos, elle peut aller se mettre de face pour y sourire, pour avoir un sourire. Elle a peur de la négation des autres. Hein? Donc, c'est la personne très souvent qui va aller dans le public. C'est une personne qui ne vit pas seule habituellement, ou si elle vit seule, elle vit dans un monde de fantasmes. C'est une personne qui vit dans le fantasme qu'elle est célèbre, qu'elle est aimée, que tout le monde l'aime et que tout le monde devrait l'aimer tout le temps, comme Dieu est aimé supposément de tout le monde. Pas sûr, là, mais disons. Elle se vit donc comme un dieu ou une déesse. Et dans ce sens-là, vous voyez, l'autre, c'est un Dieu parfait. Là, c'est un Dieu séducteur. Et ces personnes-là, d'ailleurs, sont extrêmement... J'en ai connu, moi aussi, encore une fois, dans le milieu du théâtre. C'est fascinant. Par exemple, à un moment donné, j'étais dans un genre de party, si vous voulez, puis un bonhomme qui était... Je le détestais à cause de ça, mais il le savait. Alors, chaque fois qu'il arrivait, il arrivait toujours un petit peu en retard. Tu n'es jamais un des premiers. Si tu arrives le premier, c'est les autres qui viennent vers toi. Quand tu arrives, tu vas voir tout le monde. Salut, salut, comment ça va? Tu fais des blagues, gna, gna. Il était très drôle, même par certains côtés, comme il disait, c'est quoi la thérapie? Tu sais? C'est quoi la thérapie à soir? Et tout le monde tenu une demi-heure de cul, ça, il l'a sorti une couple de fois aussi. Bon, et c'était... Et là, à un moment donné, j'étais assis dans un coin et je parle avec quelqu'un et là, je m'aperçois qu'il est là planté devant moi pour que j'y dise bonjour, tu sais. Il ne peut pas attendre que j'aie fini ma conversation. Il vient parce qu'il sait que... Et là, tu fais, oui, comment ça va? T'es pas content de me voir? Puis là, il met tout le monde en jeu. Il parle fort. Hey, Germain, il veut pas me voir à soir. Puis il barre. Puis là, tout le monde, il prend, tu sais. Ça montre, il a besoin de ça. Et c'est ça, c'est une forme d'hystérie, si vous voulez. Donc, c'est quelqu'un qui vit dans, encore une fois, dans quelque chose qui est comme un infantilisme aussi. Beaucoup d'hystérie, comme lui, il donne l'exemple, c'est la jeune patiente qui vient 20 minutes en retard, avec une belle robe, elle a été se promener, et le psy n'est pas pour lui dire, écoutez, vous êtes en retard, alors qu'elle a découvert la nature et qu'elle a une si belle robe, voyons, on ne fait pas ça à quelqu'un. Elle est toujours innocente. Ils sont toujours innocents, ces gens-là, d'une certaine façon. C'est un narcissique. Oui, c'est ça. Oui, exactement. C'est extrêmement narcissique. D'ailleurs, quand que ce soit homme ou femme, c'est des gens qui cherchent la séduction, qui vont aller chercher les autres, mais ils ne veulent pas avoir très souvent la suite de la séduction. Tu m'as séduit, c'est quelqu'un qui sont dans un bar, ils séduisent tout le monde, puis là, on va dire que c'est une femme. Bon. Elle séduit le gars, tata. Puis là, elle arrive à toi, tu sais, qu'est-ce que tu veux? Ben, on va pas prendre un verre. Veux-tu venir prendre un verre chez moi ou chez toi? Voyons donc, tu sais, pour que tu te prends. Ben, ça en va. Parce qu'elle a eu son succès devant le monde. Mais pour elle-même, c'est des gens très, très peureux. C'est infantile. Dans ce sens-là, ils veulent rester jeunes très souvent. Ils vont vivre beaucoup ça, ils sont jeunes. Ils sont beaucoup dans l'apparence, énormément dans l'apparence. Ce sont des gens qui font les clowns, ce sont des gens qui font les actes. Dans le milieu, encore une fois, du spectacle, de la communication, tu en as beaucoup de ce genre de personnes-là, comme tel. Tu sais, quand on a travaillé un petit peu là-dedans, qu'on voit comment les gens voient les comédiens, les acteurs, ceux qui sont célèbres, c'est assez fascinant d'en avoir rencontré en arrière, je dirais, de l'image.
Il y a beaucoup de gens qui sont très, très seuls dans ces milieux-là. Ils ont beau avoir connu la gloire, être applaudis par des milliers de gens. Quand ils se ramassent chez eux, ils ne veulent pas avoir personne et ils se sentent seuls. Parce que la communication se fait au niveau collectif. Mais au niveau individuel, ils ne sont pas capables d'avoir une vraie communication. Ils charment l'ensemble des gens, mais ils ne sont pas capables de charmer une seule personne pour le vrai. Et en arrière de ça, à cause du vide aussi de ces personnes-là, vous voyez l'angoisse qui est en arrière, ils se sentent elles aussi imposteurs, très souvent, ils le savent. Donc, si je rentre dans une vraie intimité avec une personne que j'ai séduite, que j'ai charmée, elle va s'apercevoir que je ne vaux rien, au fond, que je ne suis rien. Et ça leur fait extrêmement peur. Donc, ils vont couper les relations qui deviennent trop intimes à ce moment-là. Donc, ça joue au niveau de la sexualité. Sont aussi, en même temps, comme dit Doberman, sont des gens très souvent qui sont spectateurs d'eux-mêmes, ils ne prennent jamais rien au sérieux. Tout est le fun, pour avoir du fun. Enfin, de la façon dont ils parlent. Ils sont spectateurs d'eux-mêmes, spectateurs de la vie, si vous voulez, comme tel. C'est pas pour rien qu'ils vont beaucoup dans ces milieux-là de communication avec les autres, de parler, et ainsi de suite. C'est comme des gens, littéralement, qui meurent de faim. Ils offrent leur amour, supposément, à tout le monde, mais ça ne marche jamais. Comme il dit, c'est l'histoire un peu du roi Midas, pas les mufflers. Je ne sais pas pourquoi ils ont donné ça, d'ailleurs, ce nom-là, mais en tout cas. Mais la vraie histoire, c'est que Dionysos, à un moment donné, il y a un bonhomme Midas qui aide je ne sais pas qui. Et le dieu dit à Midas, au roi, il dit « Demande-moi ce que tu veux. » Alors, Midas, il dit « Je veux que tout ce que je touche, je vais se transformer en or. » Il dit « T'es sûr? » Il dit « Oui, oui. » Il dit « Alors Midas est mort de faim. » Et c'est un peu ça. Je veux de l'or, mais tout ce que je touche, ça ne me nourrit pas. Hein? Alors, il y a ça en arrière, donc. C'est des gens, donc, d'une certaine façon, éternellement frustrés parce qu'ils n'arrivent pas, ils ne peuvent pas d'ailleurs avoir, ils se définissent dans l'inconscient comme quelqu'un qui ne peut pas être pleinement satisfait. Encore une fois, selon Doberman, ça vient de ce fait-là qu'il s'est coupé de force secourable. Il croit que simplement par sa volonté, d'une certaine façon, de rester enfant, d'être superficiel, de ne pas s'occuper des vraies choses, cette personne-là croit que ça va suffire à lui donner un sens à sa vie. Et c'est toujours les autres. C'est quelqu'un, comme dit Shakespeare, « Fortune in men's eyes », la fortune dans les yeux des hommes. Je cherche la fortune dans les yeux des hommes. Hein, Shakespeare, c'est le plus grand des psys, comme tel. Dixit Freud. Tiens. Et dans ce sens-là, donc, l'hystérique n'est jamais aussi séparé de ses parents. C'est quelqu'un d'infantile qui va toujours chercher des partenaires, père ou mère. Donc, il n'est jamais à égalité. Il est vraiment toujours quelqu'un qui va s'occuper parce que... Et donc, le fond de ça, encore une fois, c'est quelqu'un dont on ne s'est pas occupé quand il était enfant. Il n'y a pas eu assez d'amour, ou l'amour qu'on lui a donné ne l'a jamais satisfait. C'est un amour faux, conflictuel, appelez ça comme vous voulez. Et dans ce sens-là, il va aller chercher ailleurs. S'il ne trouve pas d'autres valeurs que ça, il va être... Sauf s'il peut développer un... Par exemple, que ça, j'ai surtout connu comme comédien, comédienne, ils vont développer leur art. C'est un art quand même. Et l'art de plaire, l'art de séduire, peut arriver comme art, donc à satisfaire une fibre que leurs parents ne leur ont pas donnée. C'est sûr que le moteur, ça se peut être un manque d'amour, mais parce que tu développes un art et que tu es capable de jouer plusieurs rôles et de te mettre dans la peau d'un autre, c'est pas tout le monde qui peut le faire, ça compense le manque d'amour. Mais l'autre fois, j'écoutais Marie Tifo avec Au Miroir, là, ils font des interviews d'acteurs, d'actrices. Elle le dit carrément. Il dit « Pourquoi vous êtes là? » Mais elle dit « Vous le savez. » Elle dit « C'est parce qu'on a manqué d'amour quand on était enfant. » C'est évident. Elle dit « On a tous manqué d'amour. Tous les comédiens et comédiennes, on a manqué d'amour, puis on veut en avoir immédiatement. Les gens applaudissent, on est content. » Il a papillonné un petit peu. Parce que tout ce monde-là, quasiment, est là-dedans.
au fond. Mais vous voyez, c'est comment on va développer quelque chose qui va être un substitut de ça, et en même temps, une sublimation de ce problème-là. C'est autre chose à ce moment-là qui joue. Donc, si elle était capable de se remarquer elle-même, donc d'admettre les hystériques, on n'en a pas beaucoup, en tout cas, dans mon genre de psychothérapie où on marche avec l'inconscient, plus vers l'introversion. Tu as beaucoup d'extraversion dans ce phénomène-là. Alors, ces gens-là ne vont pas voir quelqu'un qui, a priori, ne veut pas être séduit. Mais j'en ai déjà eu. T'en as qui rentrent et ils veulent te séduire. Tu le sais tout de suite. Et ça prend un bout de temps avant de passer à travers ça. Encore une fois, ces gens-là, le plus important pour moi, c'est de leur faire reconnaître que ce n'est pas l'adulte qui est là qui veut séduire, c'est l'enfant. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec les parents, avec la famille, pour qu'il a fallu absolument plaire à tout prix pour pouvoir exister? Vous voyez comment ça peut jouer. Un autre, c'est la dépression profonde, c'est sentiment débordant, infini de responsabilité, de culpabilité, disposition illimitée. Ça, c'est le désespéré qui semble la bonne personne, qui semble une très bonne personne, parce que ce sont des gens tellement désespérés qu'ils ne s'occupent pas d'eux-mêmes. Ça ne vaut pas la peine de s'occuper de soi, mais ils vont s'occuper de tous les cas de désespoir, si vous voulez. Alors, ils peuvent être dans l'écologie, ils peuvent être dans les bénévoles, ils peuvent être dans les bonnes œuvres. C'est pas mauvais en soi. Mais quand même, je ne dirais pas que Mère Teresa est là et tous ceux qui aident sont des désespérés. Là, hein? Faites attention. Mais il y en a sûrement. Sûrement. Et on trouve même ça des fois dans les récits de saints ou de saintes. Ce sont des gens qui ne s'aiment pas, sont des gens qui détestent même leur propre vie, puis ils détestent la chair, puis ainsi de suite, et ils offrent leur vie pour les autres. Je me souviens d'avoir vu une sainte, elle léchait les plaies de lépreux, tu sais, il faut le faire. Là. Elle est devenue sainte, ils l'ont béatifiée à quelque part, parce qu'elle a fait des miracles, donc il y a eu une influence à quelque part de cette personne-là, mais tu sais, aller lécher les maladies, puis ainsi de suite, pour montrer qu'au fond, c'est rien la chair, c'est rien ces trucs-là. Tu sais. Puis il y en a beaucoup de saints qui ont fait ça. Hein? Le frère André ici, là, notre saint local, là, tu sais. Qui passait le balai, qui faisait ses petites affaires, qui n'aimait pas qu'on aille le chercher puis le remarquer. Sauf vers la fin, là, il se promenait en grosse auto, mais c'est quand même, on a ce bonhomme-là qui était là, un être très simple. Mais pour lui, si on devine vraiment ce qu'il est, il est à charge. C'est quelqu'un qui se sent nécessairement inutile, qui coûte cher, et à quelque part, il aurait donc voulu pouvoir donner plus. Et quand on lui donne quelque chose, c'est toujours trop. C'est la personne qui vient en thérapie, puis au bout de 20 minutes, « Ah, vous m'avez changé ma vie. » Tu sais, ça fait 20 minutes, tu ne l'as pas vu. Tu dis « Wow, minute. Ah, vous m'avez accordé votre temps. C'est donc merci. » Et ça continue comme ça. Ce sont des gens, donc, qui, à quelque part, vont toujours exprimer une surcharge, soit d'eux-mêmes ou ce qu'on leur donne comme tel. Plus profondément, ils s'identifient à leur peine, à certains besoins qui ne sont jamais satisfaits. Ce sentiment qu'il a du monde ne fait que renforcer sa certitude qu'il n'a pas le droit d'exister au milieu de tant de malheurs, même s'il donne aux autres tout ce qu'il a et tout ce qu'il est. L'univers lui apparaît sous la forme d'un vampire se livrant à une orgie cannibale où il ne s'agit que de bouffer ou de se faire bouffer. Mais lui est destiné à se laisser avaler par les exigences des autres. Bien plus, il se précipite pour s'offrir, pour se rendre enfin utile, car seule la multiplicité des services qu'il rend peut expliquer l'existence sur Terre de quelqu'un comme lui. Il ne se sent autorisé à vivre que comme médecin, maire, travailleur social, éternel militant, même si cette façon d'envisager la vie contribue plus qu'aucune autre à lui rendre encore plus insupportable. Il jouit du malheur, mais il en a besoin pour dire « si moi je ne le fais pas, ça va être encore pire ». Moi, j'en fais partie de ça. Donc, en aidant les autres,
j'aide au moins que chez les autres, il y en ait moins. Mais lui-même se considère comme une merde, littéralement, comme tel. C'est très fort. Hein? Il y a des personnes, des fois, c'est ça encore une fois, quand j'en ai eu en thérapie, qui arrivent et qui... t'as beau parler de l'inconscient, discuter, essayer de rencontrer l'autre, vraiment. Et à un moment donné, ils vous disent, moi, ça donne rien. Ça vaut pas la peine. Je vaux rien. Moi, je suis une merde. Je vaux rien. Pourquoi? Je me demande même pourquoi je viens. Pourquoi je paye? Je paierai, là. Mais, puis là, à un moment donné, on va dire, je suis né comme ça. Il me manque quelque chose. J'en ai déjà parlé, on trouve ça chez les mélancoliques profonds, donc les dépressifs profonds. Moi, je suis né avec un manque, comme si j'étais né génétiquement avec pas de bras. Ils n'ont pas la capacité de vivre pleinement, c'est comme ça. Ils sont nés, on dit au Québec, pour un petit pain. Pour eux autres, c'est encore pire, c'est des miettes, puis même là. Tu sais? Alors, c'est fort à un moment donné que des... Et ça, comment aller passer par-dessus ça? Il faut vraiment leur accorder beaucoup d'attention. Les aimer aussi. Et à travers l'attention qu'on donne, juste des séances d'analyse à un moment donné, ils prennent de l'importance tout d'un coup. Même leur merde prennent de l'importance. Et là, brusquement, ils s'aperçoivent qu'ils sont intéressants pour quelqu'un. Et ça, très souvent, c'est le déclenchement. Ils vont s'intéresser à eux-mêmes ou à elles-mêmes à un moment donné. Mais si on n'a pas ce déclenchement-là, et si les surmoi parentaux en particulier sont encore très forts et si on ne croit pas qu'on puisse être aidé, alors là, il y a quelque chose qui casse chez ces gens-là. Ils ne viennent plus en thérapie, comme tel. Oui, ils vont continuer. J'en ai eu je vous parlais d'une femme tantôt avec sa mère. Ça a toujours été ça. Dès qu'on approche ce chose-là qu'elle devrait couper, elle ne vient plus durant des mois. Mon Dieu me rappelle. J'en ai eu un autre, ça a été la même chose. Elle est venue je ne sais pas combien de mois. Puis là, à un moment donné, on a touché à ce point-là qu'au fond, elle dépendait, je pense, était partie de la maison depuis 10 ans, 12 ans. Non, elle téléphonait à sa mère tous les jours. Et sa mère, sans arrêt, la bitchait, il envoyait des bêtises. Comment ça se fait que tu vas faire plus d'argent? T'as pas de chum? T'as-tu encore grossi? Tout le temps du négatif, sans arrêt, sans arrêt. J'ai dit, pourquoi tu téléphones toujours? Pourquoi c'est toi qui téléphones en plus? J'ai dit, c'est certain que tu vas te sentir comme rien, puis tu ne vaux rien. Ta mère te renvoie ça sans arrêt. Et tu continues. T'attends qu'un jour, elle te dise, t'es fine. Et c'est ça qu'il y a. Oui, ils attendent ça. Donc, il y a quelque chose d'accepter. Je disais ça à quelqu'un l'autre fois qui venait parce que c'est une femme qui était abusée, oui, quand elle était jeune, mais à un moment donné, justement, vraiment, ce syndrome-là avait aidé toutes les victimes, puis ainsi de suite. Puis elle a dit, ça m'écoeure, chaque fois que je vois toucher ces choses-là. Oui, mais j'ai dit, toi, là, quel mal tu t'es fait à toi-même aussi. Commence par ça. On n'est pas juste bon, puis il faudrait enlever tout ce qui est mal d'un côté. La vie, c'est ce mélange-là de bien et de mal. Et comme dit Jung, c'est peut-être une question de foi. Il a dit ça, il a écrit ça quelque part. Et je crois que peut-être une légère... Si on n'admet pas ça, on s'en va vers le néant. Il y a une légère supériorité de ce qui est bien, puisqu'on est encore là et qu'on en parle. Juste ça, on n'empêche pas le mal. Mais au moins, on promeut quelque chose de bien. La discussion, le dialogue. Ça a été ça, les humains. Peut-être qu'on oublie aussi qu'il y avait l'esclavage, que les femmes n'avaient pas le droit de vote, qu'il y avait l'économie. Dans certaines civilisations, je veux dire, en Égypte, ça n'a pas toujours été... Il n'y avait pas d'esclavage, il n'y avait pas de... Ça, simplement pour dire qu'il y avait beaucoup de Oui, c'est ça. Oui. tendance à l'oublier. Oui. Puis comme, encore une fois, l'information qui nous arrive de toute la planète, je veux dire, qu'est-ce que vous voulez? J'ai été en Égypte à un moment donné, mais c'est sûr, si tu en vas dans un village, tu voulais se promener à dos d'âne, ils n'ont pas de grosses autos, ils n'ont pas de réfrigérateur probablement, ils n'ont pas de... Là, ils ont quand même une antenne satellite, là. Mais à quelque part, mais ils n'ont pas l'air malheureux. Moi, c'est ça qui m'a frappé. Ils n'ont pas l'air malheureux du tout, la plupart. En ville, oui. Quand tu vas au Caire, oui, tu en vois des malheureux, là. Mais pas dans un village, dans les campagnes. Même, ils te sourient, c'est fendu jusqu'aux oreilles. Welcome touriste, welcome. Backshish, bon.
Mais en même temps, c'est ça, j'ai trouvé puis ils sont fiers d'être là. Puis tu le sens, ils ont presque rien, mais ils sont fiers d'exister. Et c'est ça, c'est jusqu'à quel point notre désespoir, c'est un désespoir urbain, je dirais. Et on est pris avec ça. Comme il y a des milliards de gens sur la planète, il y a de plus en plus de villes. Alors, on vit avec un stress de ville. L'être humain, durant des millions d'années, il n'a pas vécu en ville. Il a vécu nomade, à se promener, à avoir un horizon devant lui quasiment jusqu'à l'infini. Et là, pour la plupart, mais c'est ça. Tu regardes dehors, tu as un mur, tu sais. Et les animaux en cage, habituellement, ils développent plus d'angoisse. Tu sais, je n'ai déjà parlé, les animaux en cage, quand on étudiait la vie animale dite sauvage, au début du siècle, on étudiait les animaux en cage. Alors, on a dit qu'ils sont angoissés, ils ont des comportements phobiques, puis ils sont toujours à se sentir le derrière, à vouloir de la sexualité. Quand on a été voir dans la vraie nature, les étudier, ils sont aperçus, tu as des périodes de rut, puis ils ne sont pas angoissés. Quand ils peuvent survivre, même là, ils ne meurent pas dans l'angoisse, ils meurent parce qu'il n'y a rien, ils sont vieux, puis ainsi de suite. Alors que nous, humains, on s'est mis en cage, littéralement. Moi, je trouve que l'hyper-excitation sexuelle qu'il y a un peu en Occident présentement, ça vient de là. Il y a une angoisse. À quoi? Qu'est-ce qu'on fout là, justement, comme dit de Overman? Est-ce qu'une vie qui vaut la peine d'être vécue? Alors, on se jette dans une excitation à la fois de consommation sexuelle, de consommation d'objets, qui vient, d'après moi, parce que les gens sont angoissés, non pas parce qu'ils veulent avoir du plaisir. C'est souvent défendu, il faut rechercher, c'est le désir, puis ça va nous amener du plaisir, l'orgasme, l'extase, appelez ça comme vous voulez. Non, d'après moi, c'est vraiment une fuite devant le vide effrayant d'un genre de vie dans notre monde. Présentement, mais ça peut très bien changer. Il y a ça aussi. Est-ce que les frontières vont changer? Ça commence. Il y a une vie dans la... Moi, je crois un peu à ça, science-fiction. Je veux dire qu'à un moment donné, l'espèce humaine va se répandre. Donc, on va être moins entassés les uns sur les autres. Est-ce qu'on est fait pour être entassés les uns sur les autres? Oui, parce qu'il n'y aura pas de conférence comme ça. Je veux dire, j'imagine que les chamans, ils parlaient à leur petit groupe. Ils ne vont pas dire ramasser toutes les tribus, puis je vais vous faire chez les Amérindiens. Quoi qu'il y avait des powwows, ils se réunissaient, mais une fois par 2 ans, 3 ans, 4 ans. Alors, oui, on est dans une période de transition énorme, de transition extraordinaire, même au niveau de l'espèce humaine. Comment on va s'en sortir? Selon Jung et selon ce que moi j'en ai vécu, ce qui me permet de vivre, c'est qu'à quelque part, l'espace intérieur est aussi vaste que l'espace extérieur. Et c'est ça qu'il faut découvrir. Et en faisant ça, on trouve des forces secourables. On diminue le mal chez soi et chez les autres. Enfin, je le fais. J'ai l'impression de le faire comme tout, mais ça ne m'empêche pas d'être angoissé, stressé, en esti des fois. Mais maintenant, je n'ai plus cette obsession de dire qu'il faut faire disparaître tout le mal du monde. C'est pas vrai. Parce que on pourrait faire, j'en ai déjà fait des conférences là-dessus, il y a toute une idée qu'on se fait du mal, même juste en parlant, même si on est assez éduqué, réfléchi, comme vous semblez l'être. Vous savez très bien qu'à un moment donné, l'idée qu'on se fait du mal, ça peut être dans un autre contexte de civilisation, c'est complètement différent. Puis selon les époques, selon les... OK, on va finir là-dessus. Faites de beaux rêves. Et surtout, moins de stress.